Bienvenue dans la science de comptoir, l'émission exceptionnelle qui s'écoute non pas avec les oreilles mais avec votre anus. Vous avez envie de parler de tout et de n'importe quoi, n'importe quel sujet qui vous intéresse, des super pouvoirs aux vaisseaux spatiaux, le bikini de Lady Di, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Bienvenue dans la science de comptoir. Bonjour et bienvenue dans la science de comptoir, toute première émission, tout premier podcast pour cette émission exceptionnelle. Pour m'accompagner dans cette émission de l'enfer, de chroniqueurs, de talent, Maximilien, le fils caché des Néandertals parti dans l'espace pour venir un jour nous reconquérir sur la planète Terre. Salut Max. Salut. Voilà. Et le jeune fringant, le jeune premier, le Captain America de cette émission, OL. C'est moi, bonjour. À la technique, nous avons Adrien et Tom qui vont nous accompagner pendant toute cette émission. Salut. Salut. Alors j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va parler de beaucoup de sujets différents. Alors le thème d'aujourd'hui c'est les super pouvoirs. Alors on va en faire des tours, des détours, des retours, des machins, des bidules, mais on va en parler, ça c'est sûr et certain. Alors je ne peux que vous conseiller de vous installer correctement devant votre PC, dans votre canapé, de vous décapsuler une bière et de vous trouver un compagnon pour la soirée. Et enfilez votre cape. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer déjà dans un premier temps par définir qu'est-ce qu'un super pouvoir, sa diversité, ses faiblesses, sa logique. Parce qu'on va parler beaucoup de science essentiellement ici. Alors le but ici, ça va être vraiment de décortiquer scientifiquement, plus ou moins. Ou presque. C'est une émission sérieuse. À peu près, voilà, c'est une émission tout à fait sérieuse ici. On va décortiquer scientifiquement les super pouvoirs, leurs possibilités existentielles, et on a pas mal d'exemples assez étranges. Maximilien a quelques petits trucs en réserve. Oh. Alors un super pouvoir, c'est avant tout une habilité, habilité surhumaine, donc qui permet de dépasser ton état d'être humain, de simple être humain basique. C'est-à-dire que, au lieu d'aller acheter ta bière à Monoprix en marchant en mobilette ou quoi que ce soit, tu vas y aller en volant, en ayant super la classe. Bon, tu vas faire peur à toutes les petites vieilles dans le quartier et tu vas causer un nombre de crises cardiaques, mais ça risque d'être sympa. Les super pouvoirs peuvent être physiques ou mentaux. Ils peuvent avoir été obtenus par des héros de multiples façons différentes. Certains sont des extraterrestres dont les pouvoirs sont innés ou dépendent de la planète sur laquelle ils vivent. D'autres se fabriquent des ailes ou des armures magiques. Certains sont magiques. Il y a plein de versions. C'est souvent un accident d'ailleurs scientifique aussi. Par exemple Hulk qui se transforme en slip tout vert à cause d'un accident d'explosion thermonucléaire de la mort. Surtout de manière moderne. Surtout de manière moderne. C'est vrai que de plus en plus il y a ça. Ouais. À mon avis, il y a un peu une peur du nucléaire derrière ça. Depuis Godzilla, je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas eu, c'est faux. Non. N'importe quoi. Il faut que tu te rapproches du micro, Max. Alors, on va commencer. Je vous ai demandé de préparer des petits super pouvoirs, nous en parler un petit peu. OL, je sais que tu as bossé ta chronique comme un malade. Je sais que tu l'as travaillé, tu l'as préparé. OL, il a fond pour l'émission là depuis qu'il sait qu'il est dedans là, il en peut plus. OL, on t'écoute. Eh bien, moi je vais parler de la métamorphose. Alors, la métamorphose, elle peut prendre plusieurs formes. D'ailleurs... oui, la métamorphose qui peut prendre plusieurs formes. Bravo. Bravo. Des heures et des heures de travail, ça se fait pas comme ça. Ça sent le script derrière. T'as un auteur, quelque chose C'est moi. Est-ce qu'on peut te voir au Café de Paris, au Spotlight? Oui, plusieurs théâtres en représentation. Donc, je vais me répéter, elle peut prendre plusieurs formes. On a la mutation animale d'abord, j'aimerais qu'on en parle. Alors, la mutation animale... oui, ou l'homme de vache. Ça, c'est pas encore vu, il y a un concept. On en a parlé, le Manimal, tout à l'heure, justement. Ouais. Il y avait une série qui était un peu chelou. Manimal, c'est ce qu'il vient de dire. Tu n'écoutes pas ton camarade aussi. Là. Je me souvenais plus du titre, d'accord, mais c'était une série quand même assez spéciale. Il touchait un animal, il pouvait se transformer directement. C'est ça, ouais. Moi j'aimais bien, c'était la séquence quand il se transformait. Quand il y avait la main qui pulsait à mort et qui se transformait en panthère noire, c'était trop la classe, quoi. Pas vu. Mais non, mais on sait. Non, mais t'es trop jeune pour avoir connu ça. Parce que c'est sorti quand ça? Ah, c'est les années 70-80. Plus fin 80, 87, je dirais 87, ouais. Toute la période qu'il faut oublier de toute manière, tu vois. Les 10 ans de blanc qu'il y a eu dans l'histoire de la culture, tu vois, c'est là-dedans. Ouais, donc la mutation animale, je voulais parler du loup-garou déjà. Je pense que c'est une forme de mutation animale qui est intéressante. Le loup-garou du campus. Tout à fait. T'avais pas mieux sous la main? Écoute, moi je suis un enfant des années 90. Putain, j'utilise des références des années 90. T'aurais pu nous parler, je sais pas, d'Underworld. Oui, non, ça va, ta gueule. Pourquoi c'est pas bien Non, c'est de la merde. Ah bon, d'accord. Non, c'est pas. Si.
Oui, alors, donc... Donc, pas de temps mort. Hein. donc Aucun. Ok. Alors, le loup-garou du grec werewolf, qui nous vient... ouais, tout à fait. Non, je sais trop. On a dit que c'était scientifique. Moi, je prends des trucs un petit peu... Du serbo-croate garou. Donc voilà, alors je vais vous demander de me parler des différents loups-garous. Enfin des différentes formes du loup-garou. C'est-à-dire pour faire ta chronique, tu nous demandes de t'expliquer. Oui, voilà. C'est très malin de sa part, ça. Non, mais je sais que vous êtes des professionnels du loup-garou. En même temps, c'est un petit peu le principe de l'émission. C'est vrai que moi et Max sommes un petit peu les scientifiques. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un petit peu les scientifiques geeks, les experts geeks. Donc nous sommes là pour répondre à toutes les questions que tu vas nous poser. Donc vas-y, le loup-garou, qu'est-ce que tu veux savoir sur le loup-garou? Eh bien, quelle forme il peut prendre? Est-ce que dans tous les la mythologie du loup-garou, est-ce qu'à chaque fois il se transforme s'il est contaminé par une morsure, ou est-ce qu'il peut naître loup-garou? C'est ce genre de questions. Déjà, dans un premier temps, il faut séparer le loup-garou de lycanthrope. Ouais. Déjà, il y a plusieurs formes. Il y a le loup-garou qui a un petit peu le même problème qu'un zombie. Tu as le zombie infecté, donc l'infecté, et tu as le zombie qui est une malédiction. Pour le loup-garou, c'est exactement le même problème. D'ailleurs, le loup-garou est classifié dans les morts vivants. Ouais, le loup-garou est classifié dans les morts vivants parce que pour le loup-garou, c'est une malédiction en fait. C'est souvent un sortilège qui lui a été jeté, etc., ou il a été mordu par un loup-garou lui-même maudit précédemment. Et il me semble qu'il a 3 nuits de pleine lune à passer sans bouffer un être humain. Pour que ce soit pas définitif. C'est la pré-pleine lune, la pleine lune et l'après-pleine lune. On part toujours d'un loup-garou de base, quoi. Enfin, le loup-garou. Le loup-garou Aldi, quoi. Tu vois, le loup-garou discount, quoi. La base, quoi. Tu vois. Le classique, à 7,50, quoi. Le classique de la culture populaire actuelle. L'histoire du loup-garou est beaucoup plus ancienne. Je me suis un petit peu intéressé. T'as le bête du Gévaudan, d'ailleurs. La bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan est un cas à part. Il y a des théories mais ça remonte quand même avant. Mais bon. Mais c'est encore autre chose. Mais tu peux même remonter jusqu'à l'Empire romain avec l'histoire de Romulus et Rémus qui ont été élevés par une louve, etc. Et déjà, de base, il y a eu ce mythe du loup-garou. L'histoire de Damoclès, ça vient un peu de là, etc. Il y a Fenrir pour les Nordiques. Qui est là. C'est un vieux loup, c'est ça? C'est le loup dévoreur de Dieu. C'est le loup dévoreur. Fenrir, c'est le loup qui doit dévorer le panthéon le panthéon divin au moment de la fin du monde. À Ragnarok. Et en fait, super. En fait, il a été enfermé par Odin parce que trop dangereux. C'est-à-dire comme ça qu'Odin est devenu le plus grand dieu de tous parce qu'il a pété la gueule à Fenrir finalement. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en enfermant Fenrir, plus ils peuvent pas le tuer, mais plus il est enfermé, plus il devient rageux, plus il devient grand, plus il devient puissant. Voilà. Et ils savent qu'ils vont atteindre un point de non-retour où Fenrir va réussir à se libérer, devenu trop grand, et bouffer la totalité du panthéon de Asgard. Et dans certaines versions les plus pessimistes, il va carrément engloutir l'univers dans son infinité. Voilà, la grande gueule de loup, tu vois. Se nourrit, donc il se nourrit littéralement. Il les bouffe, ouais. Il se nourrit, mais il se nourrit de l'énergie divine qu'il avale en fait. D'accord. Il rend d'autant plus puissant. D'ailleurs, c'est lui qui a bouffé de Thor, il me semble. Il a bouffé de Thor, je sais plus à quel moment. Au début du Ragnarok, justement, t'as Thor qui arrive et qui commence à péter la gueule à tout le monde, et t'as Fenrir qui arrive, qui le bouffe direct, quoi. Vous avez raison. Merci Adrien. Ouais, je me mets dans l'ambiance. Et donc tu as le deuxième penchant qui est le lycanthrope, donc qui est plus une maladie, une infection. Alors là, tu as tous les films, j'en passe et des meilleurs, qui en parlent de différentes manières différentes. N'importe quoi. Underworld justement en parle avec les frères Corvinus comme étant une modification génétique, une mutation génétique qui fait qu'il y en a un qui est mordu par une chauve-souris, un qui est mordu par un loup, et le troisième il est mordu par personne, donc il devient un immortel. En fait, c'est une allégorie, de la Bible. Oui, tout à clairement. Fait, il y a un meurtrier dans le lot, c'est dans le lot. C'est celui qui s'est mort par un loup-garou qui devient un loup-garou. Le deuxième est mordu par un vampire, mais par une chauve-souris, mais c'est pour lui rendre service, parce que la chauve-souris décrit la sagesse à cette époque-là, et du coup, devenant sage, il devient le gardien de son frère. Le troisième n'étant pas mordu et tu es le gardien de ton frère. C'est le premier homme, mais immortel du coup. Ça veut dire du coup c'est une forme de enfin, le vampirisme, c'est une forme de bénédiction par rapport au... Alors, oui, au départ le vampirisme, quand tu le prends dans ses versions les plus ancestrales qui remontent à la... il me semble qu'il y a des traces dans la Mésopotamie. Si tu regardes techniquement... Il y a des dieux vampires au départ. Si tu prends juste la base du vampirisme, mais n'importe quel principe de vol de vie
quelle que soit sa figure, qu'elle soit ancienne ou moderne. Tu peux prendre les Amérindiens, tu peux prendre, il y a ça chez les Indies, il y a ça en Égypte, etc. Il y a ça partout. Toujours... Secret Story aussi, non, le vampirisme. C'est le 1. Oui, mais là, c'est cerveaux qui sont sucés comme dans Starship Troopers, plus, tu vois. Ah, ça, c'est le vampirisme psychologique. C'est le vampirisme un autre psychologique. problème. Là, c'est tout un autre débat. Si tu prends, c'est toujours bénéfique. Il n'y a que à partir de Skyrim où c'est merdique d'être bah ouais, vampire. c'est ça, non, parce que j'y pensais, moi je joue et voilà, je trouve vampire, parce qu'effectivement dans les Elder Scrolls, être un vampire c'est de la merde. Mais ça, c'est la croyance culturelle qui a fait que le vampire est devenu, à partir des années 60-70, bon, déjà avec Nosferatu un petit peu avant. C'est à partir de Nosferatu. À partir de Nosferatu, ça a commencé. L'image moderne du vampire, c'est Nosferatu. Hein, mais je veux dire l'évolution de la fièvre de sang, par exemple. Tu vois, et puis tous les amalgames de pulsions sexuelles qui en découlent, c'est venu beaucoup plus à partir des années 60 et de la libération sexuelle des jeunes. C'était déjà le début, c'était quand même déjà le début dans Dracula de Bram Stoker. Tout à fait. Qui reste. Oui, mais ça c'est après. Ça a été fait après. Et merci Hollywood, une fois de plus. Le vampire est devenu une espèce de prédateur sexuel, moralisateur comme pas permis, pour dire aux petites filles ne sortez pas la nuit. Mais est-ce que ça vient pas aussi du fait que les vampires premiers, on va dire, les créateurs de la lignée qui va suivre, ont passé un pacte avec le diable, et le diable qui représente aussi le péché et pourrait... Ça dépend des versions, mais là tu peux parler de ça qu'à partir du moment où tu as la religion judéo-chrétienne, quoi. C'est une vision qui date du Moyen-Âge et qui arrivait en même temps que la chasse aux sorcières, en fait. Et même au Moyen-Âge, le vampire n'avait pas cette forme-là, en fait. Il était même pas forcément maléfique, le vampire, c'était plus une... C'est un voleur de vie, mais il n'y avait pas la notion de suceur de sang. Il n'y avait pas la notion de maléfique purement. C'était une créature étrange c'était la légende du monstre sous le lit ou dans le placard ou du grand méchant loup dans les bois. C'était Hominis Nocturna, c'est ça. Mais au départ, c'est beaucoup plus récent. C'est à l'époque de la chasse aux sorcières, en fait, où on a décidé que toutes les créatures un peu cheloues, pas humaines, étaient donc diaboliques. Et donc, les vampires, donc du coup leur super pouvoir, ça va se rejoindre un petit peu avec les loups-garous, c'est relativement similaire en fait. Tu as souvent une force surhumaine, capacité de transformation, donc de métamorphose, tu retrouves ça chez les deux. Le seul problème, c'est que la métamorphose du vampire et du loup-garou sont complètement différentes. Soit tu as un loup-garou de malédiction et à ce moment-là sa métamorphose n'est pas contrôlable. Et souvent il se souvient même pas, il a une amnésie après avoir commis ses méfaits, alors que le vampire lui est parfaitement conscient de ses pouvoirs et de sa métamorphose. Certains peuvent se transformer en nuage de fumée, en chauve-souris, en nuage de chauve-souris. Encore une fois, ça vient des versions modernes. Tout à fait. Mais ça a évolué au fur et à mesure. Et tu retrouves beaucoup d'ailleurs de vampires dans les comics, notamment avec les comics de Blade, où les vampires sont très 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 importants, puisque de toute façon c'est le principe même de l'histoire. Tu connais pas Blade? Pas du tout. Alors Blade justement c'est un super-héros très intéressant dans l'histoire du... Non mais il a aucune culture, jeune homme. Non mais moi je suis là pour ça aussi. Il y a peut-être des gens qui écoutent. Aussi, il a une bonne coupe. C'est ça son avantage. C'est le Captain America quoi. Vous devriez voir ça, c'est magnifique. C'est Wesley Snipes qui a joué. C'est Wesley Snipes qui l'a joué. C'est un autre acteur qui l'a joué dans la série La Maison de Cton qui était pas exceptionnel. C'était pourri. Et en fait Blade c'est un super-héros qui est apparu dans les années 70 si je dis pas de conneries. Il apparaît la première fois je crois comme acolyte de Spider-Man. Pas vraiment comme acolyte. Il apparaît dans l'histoire Spider-Man. Parce que c'est quand même un super-héros afro-américain. Et ça, c'est important. C'est un des premiers super-héros afro-américains. Mais pas au début. Mais pas au début. Au début, c'est un gros biker blanc. Non. Au début, il est métis. Pour être précis, il est pas black. Il est quand même bien blanc à cause du vampirisme. Mais justement, on parle des super-héros qui, la naissance est toujours en lien avec l'histoire. Justement, le fait qu'il est passé afro-américain, c'est aussi pour amener l'importance du côté afro-américain aux États-Unis et pouvoir garder l'égalité, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé pour Blade, c'est que sa mère était enceinte de lui, et pendant qu'elle était enceinte, juste avant d'accoucher, elle a été mordue par un vampire, ce qui fait que ça a modifié son code génétique au moment où Blade a été accouché de sa mère en train de mourir, en fait, en césarienne, et ce qui fait qu'il a tous les pouvoirs des vampires, sauf qu'il craint pas la lumière du jour. Est-ce qu'il est né vampire, mais à partir d'un fœtus humain? Donc il a tous les avantages d'un fœtus humain. Il a plus de contrôle sur... Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a la soif de sang de temps en temps, comme les vampires. Si je peux ajouter un petit détail, moi je connais seulement Blade à partir du film. D'accord. Donc voilà, c'est encore différent. Mais j'ai l'impression qu'il a aussi un entraînement, des armes, comparé à d'autres super-héros ou d'autres qui n'ont que
leur cape ou qu'un déguisement entre guillemets, là non, il y a quand on dirait qu'il a suivi un entraînement, il a un entraînement, etc. Parce qu'il a été recueilli en fait par le vieux qui s'appelle comment déjà, Williams, un truc comme ça, ou Michael. Enfin, c'est le vieux générique, tu vois. Le vieux générique, l'entraîneur, le vieux maître. C'est une sorte de Punisher mais version vampire, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. T'as le Miyagi en fait qui le retrouve dans une ruelle adolescent, en train de bouffer des clodos. Des rats. Et des rats et des clodos. Et il se dit bah merde, c'est un vampire, je vais le buter parce que lui, sa femme a été butée par les vampires. Et en fait, il fait partie d'un groupuscule qui combat les vampires et qui a pour but de les éradiquer de la planète. Et il tombe sur ce gamin en disant je vais le buter. Et il lui fout une balle en argent dans l'épaule. Et puis merde, il meurt pas, quoi. Donc il se dit ah putain, c'est quoi ce bordel. Et puis en plus, il marche en plein jour et tout. Du coup, il commence à le récupérer, lui apprend à maîtriser ses capacités, etc. Ce qui fait que Blade devient le vrai super-héros de la cause vampirique. D'ailleurs, dans les films dans Trinity, quand ils lui disent t'as tué combien de personnes, nous on en a recensé 467, et lui, si vous êtes super loin du compte, je suis à 6300 et quelques. Parce que les mecs n'arrivent pas à compter, parce que quand un vampire meurt dans Blade, ça devient juste un petit nuage de cendres, donc va-t'en compter là-dedans. Et c'est-à-dire c'est un peu compliqué, quand on tue 50 au même endroit, il y a juste un gros tas de cendres, quoi. Et donc après pour le loup-garou, tu as plein de versions différentes. Tu as la dernière version qui ne sont pas vraiment des loups-garous, qui vient de la saga Twilight, qui sont plus des métamorphes en réalité, où on nous explique qu'ils sont devenus loups-garous parce qu'en fait leurs ancêtres amérindiens avaient la capacité de projeter leurs esprits en corps astro et de voguer avec les animaux et les esprits de la forêt et de prendre le corps de certains animaux. Un jour, un groupe de vampires est arrivé dans leur territoire. Et en fait, ils ont dû fusionner avec des loups parce qu'ils se sont rendus compte que les loups, c'était les seuls capables de combattre réellement les vampires, qui avaient la capacité suffisante pour combattre les vampires. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lien a été forgé à partir de ce moment-là quasiment indéfiniment, et les deux races se sont scindées. Les loups et les Amérindiens se sont scindés entre eux, et c'est complètement lié à la présence de vampires pas loin d'eux. C'est-à-dire plus il y a de vampires dans leur coin, plus il y aura de loups-garous qui vont apparaître dans les générations futures dans la réserve. Mais d'ailleurs, justement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les Amérindiens. En fait, c'est la base de la religion animique. C'est le chamanisme par la possession animale, où tu possèdes l'animal ou l'inverse, d'ailleurs. Il y a aussi dans la culture amérindienne le fait de féconder des humains. Ouais, tout à fait. Voilà. Effectivement. Ça aussi, ça a grosse importance. Effectivement. Et tout dépend de l'animal selon où se trouve le territoire, la mer ou la montagne. Tout à fait. Ce qui permet d'ailleurs c'est un cas très particulier parce que chez eux, du coup, on parle de loup-garou, mais on parle aussi d'ours-garou, on parle de panthère-garou, on parle de chat-garou, on parle de un peu tout garou en fait, de chouette-garou, ça existe, c'est super moche. J'ai pensé au film, tu sais, le chamoute. C'est un peu ça, ouais, le vermouth. C'est vrai que c'est un truc qui n'a pas été exploité au final dans les films, ce genre de... Ça n'a pas été exploité, mais par contre, dans l'univers du jeu vidéo, énormément. Tu regardes dans Donjons et Dragons, si tu prends rien que la catégorie métamorphe proche du loup-garou, t'as 50 créatures différentes. Ouais. Le bestiaire est incroyable. La plupart sont absolument ignorés. T'as beaucoup ça dans les MMORPG aussi, en fonction de la classe que tu prends. Si tu prendras des guerriers, des druides, des machins, des chamans, tu auras souvent une forme animale qui sera pas forcément la même. Dans World of Warcraft, par exemple, t'as des tauren qui sont des hommes vaches, qui sont des taureaux, effectivement. Dans Dark Age of Camelot, moi je me souviens, je jouais un guerrier qui avait la capacité de se transformer en homme cerf. On peut aller plus loin aussi avec le Minotaure. Hein. Tout à fait, les Minotaures aussi, c'est le même principe. Tout ce qui est à base de chimères. Le Minotaure, c'est encore autre chose, il est de naissance. Tout ce qui est à base de chimères, de centaures, de harpies, ça découle toujours d'un maillage entre l'homme et la créature, et ça a souvent une implication divine dans l'Antiquité. Et c'est plus tard, en fait, avec les judéo-chrétiens que la zoophilie, quoi. qu'en fait, la plupart des religions païennes sont devenues religions démoniaques. Sont devenus démoniaques d'un seul coup, et en fait quasiment tous les mythes ont été repris, modifiés, transformés pour en créer le bestiaire démoniaque judéo-chrétien. On n'est plus dans la métamorphose là. Est-ce qu'on peut considérer qu'un loup-garou ou qu'un vampire, est-ce qu'ils ont un super pouvoir en fait? Est-ce que ça peut être dans ta définition considéré comme un super pouvoir qu'être loup-garou? Oui, enfin même si, ouais, tout à fait, ça peut être un super pouvoir. Il y a dans les comics, il y a le Sasquatch par exemple. Qui est un homme qui est un Canadien ou d'Alaska, je sais plus. C'est une sorte de Yeti. C'est un Yeti. Ouais, c'est un homme Yeti. En fait, c'est un scientifique qui se transforme. Pareil, tu as dans les X-Men, tu as le Fauve par exemple, The Beast, qui est un petit peu dans ce délire-là. T'as Wolverine qui, en fonction des époques, est plus ou moins animal.
T'as Mystique, qui est la plus connue, qui est la métamorphe pure et simple, qui pareil a quelque chose de moitié félin, moitié reptile, tu vois, parce que même ses capacités, au-delà de sa métamorphose, ses capacités de vitesse, d'agilité, etc., sont bien au-delà d'une capacité humaine. Tu as un super vilain qui n'est plus très utilisé aujourd'hui, qui s'appelle No Arm Tigerman, qui est un super vilain nazi. Qui un jour travaillait dans une usine en Allemagne et a eu un accident et a perdu ses 2 bras. Ce qui fait qu'il a développé une haine pour les machines dans un premier temps, et ensuite la Gestapo, entendant parler de ça, l'a recruté, l'a entraîné pour obtenir une agilité exceptionnelle avec ses jambes. Et donc il attaque les machines, il va aux États-Unis pour détruire les machines à coups de marteau avec ses pieds. On peut comprendre pourquoi ça a disparu peut-être. Oui, on peut tout à fait. Oui, parce qu'il est considéré comme un des super vilains les plus offensants de l'histoire des super vilains. Non, puis moi je pense que c'est surtout à cause de la distribution de Nutella. Tout à fait. Parce que pas de bras, pas de chocolat, tout à fait. Pas de Nutella. Ils ont gagné la guerre économiquement. Et donc du coup, il taille en fait ses dents en pointe pour faire un tic. Donc c'est l'équivalent de dents de sable chez les X-Men. Il était avec ses pieds ou... mais sans les bras. On s'est pas précisé, mais c'est dit clairement. C'est important. C'est dit clairement qu'il fait tout avec ses pieds, quoi. Et il y a des photos, vous regarderez sur internet, c'est No Arm Tigerman, c'est juste hilarant de voir ça parce que c'est des vieilles planches et c'est un ennemi de Superman en plus. Donc tu vois, tu t'opposes face au demi-dieu Superman, tu lui mets un mec qui a pas de bras en face et qui le tape avec ses ongles, enfin c'est un peu chelou. Bon, et accessoirement quand même, c'est pas drôle les gens qui ont pas de bras. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est vrai, c'est pas cool. Faut arrêter, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Non, à mon avis, le problème vient de là en fait, c'est que c'était ultra offensant. Mais il y a plein de super vilains comme ça. Le super vilain handicapé, c'est pas employé quoi, parce que c'est. Non mais il y en a plein. On pourrait tout à fait le réutiliser en mettant des bras mécaniques. Dans ce genre-là. Mais il y en a. On pourrait le réutiliser avec des bras mécaniques. Bien sûr. Mais voilà. Voilà, le personnage qui perd des bras, on lui met des bras mécaniques. On lui met des bras mécaniques et ça arrive souvent. Regarde dans Mortal Kombat, il y a bien un perso avec Ajax qui est comme ça. Bon, même si la version du film n'était pas exactement le même problème. D'ailleurs, dans la série Agent of Shield, il y a un mec qui perd sa jambe et son bras et ils lui mettent des bras mécaniques. Ouais, c'est Deathstroke. Non, c'est pas Deathstroke. Il lui donne un nom dans ce genre-là, qui est un super-héros inventé, mais il lui donne un nom genre Deathstroke, Deathshot. Je sais pas si c'est une volonté ou quoi, mais c'est un petit peu le même délire. Et en gros, il se retrouve avec une armure. C'est Deathstrike, un truc comme ça. C'est Deathstrike. Je sais plus. Vous nous confirmerez ça sur internet. Non, pas Desert Strike, rien à voir. Vous nous confirmerez ça dans les commentaires. Autre chose, tu as d'autres questions peut-être? Ouais, j'avais pensé toujours du coup sur les métamorphoses, les mutations. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une distinction entre métamorphose et mutation ou est-ce que ça regroupe la même chose? Ça dépend parce que tu as des mutants par exemple comme Sasquatch ou The Beast qui n'ont pas le choix de leur apparence, tu vois, qui sont obligés de se transformer, alors que Mystique, elle a le choix de prendre l'apparence qu'elle veut. Mais c'est que son pouvoir à elle de pouvoir prendre cette apparence. C'est dû à sa mutation, mais c'est pas ce qui fait d'elle une mutante, tu vois. C'est juste son pouvoir qui s'est développé de cette manière-là. Et d'ailleurs, il y a tout un débat avec Mystique, ce qui est très intéressant, qui a été très bien fait dans les films d'ailleurs, ça a été de discuter sur le point de vue, puisque tu peux tout le temps avoir une apparence différente, pourquoi est-ce que tu restes bleu et à poil, quoi? Et elle dit parce que j'ai pas à me cacher, quoi. J'ai pas à me cacher de ce que je suis. En plus, c'est plutôt plaisant. Voilà, tout à fait. Non, mais on en a tous fantasmé. Mais du coup, si Mystique se transforme en portant un peignoir, par exemple, que devient le peignoir dans l'histoire? Ça a toujours été une question que je me suis posée, mais en fait, Mystique, elle est tout le temps à poil. Non, pas dans le film. Pas dans First Class. Elle enfile un peignoir. Elle enfile un peignoir à un moment. Mais d'ailleurs, il lui dit. Qu'est-ce qui se passerait? Mais d'ailleurs, il lui dit Magneto. Il lui dit. Si tu regardes bien quand justement, c'est à ce moment-là. Si tu regardes bien quand elle se transforme, elle garde le peignoir. Le peignoir, il change pas. Hein. C'est vrai. Le peignoir effectivement, change pas. à ce moment-là, son corps qui change. Le peignoir change pas. Bon, question réglée. Parce que Mystique ne peut changer que ses propres cellules épidermiques. Personne. Elle peut aussi changer sa voix, la couleur de ses yeux, la longueur de ses cheveux. Et sa corpulence. Ce qui pose des problèmes hyper chelous, parce que quand elle se transforme en un mec avec une cravate, et puis même au niveau dire qu'elle a un bout de peau qui pend devant, c'est dégueulasse. Je pensais justement à l'homme invisible. Oui. Même si c'est un autre encore. Alors là, on le voyait devenir invisible. Je parle de la vieille série. Il devenait invisible malgré ses vêtements, quoi. Alors que, il mettait un chapeau, un imperméable, mais on le voyait pas se mettre à poil pour devenir totalement invisible. C'était un peu. D'ailleurs, il y a ça dans la Ligue des Gentlemen extraordinaire justement, où il est obligé de s'habiller à chaque fois. Et d'ailleurs, quand il arrive et qu'il est dans la neige, il fait
Et je vous signale que ça fait 2 semaines que je suis dans la neige et je sens plus mes extrémités, je parle pas que de mes doigts. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est le même problème que la téléportation. Quand une personne se téléporte, elle se téléporte avec ses vêtements. Et pourtant, le corps n'est pas forcément en lien avec les vêtements directement. Alors ça, en fait, ça dépend de 2 principes de base. C'est exactement le même problème qu'avec les speedsters. Les speedsters, c'est ceux qu'on appelle les mecs qui courent super vite, genre Flash, Quicksilver, etc. En fait, là, le problème est de savoir est-ce que ça correspond uniquement à son corps charnel au niveau de sa peau directement, ou est-ce qu'il étend, par exemple, je prends l'exemple des speedsters parce que c'est le plus simple à expliquer. Pour The Flash, il n'y a que lui qui bouge. Ses vêtements ne peuvent pas le suivre. C'est pour ça que ça crée des problèmes d'échauffement, qui déchire ses vêtements, etc. C'est bien amené dans la série, ça d'ailleurs. Pour Quicksilver, c'est pas le cas. Parce que Quicksilver, en fait, crée un champ autour de lui de dispersion de l'inertie qui fait qu'il n'endommage pas ses fringues. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il met son casque dans le film et qu'il écoute sa musique, il l'entend à vitesse normale. Parce que pour lui, ça se passe à vitesse normale. Alors que pour The Flash, même s'il va super vite, dans sa tête, ça va super vite. Parce que son cerveau aussi va super vite. C'est juste qu'il a plus facilement conscience d'aller super vite. Alors que Quicksilver, lui, va à vitesse normale. C'est juste le reste autour de lui qui ralentit. Techniquement, c'est un peu comme s'il créait une bulle d'hyperespace autour de lui pour ralentir le temps. Techniquement, Quicksilver n'est même pas... Il est mal classifié, en fait. C'est même pas un speedster. En réalité, c'est un manipulateur temporel. C'est un manipulateur temporel. Il ralentit le temps. Il crée une bulle temporelle autour de lui, ouais. On ne sait pas s'il ralentit le temps ou s'il fait aller le temps plus vite autour de lui. Il le distord, dira-t-on. Il distord le temps d'une manière ou d'une autre qui lui permet d'outrepasser le temps. Adrien, il en peut plus, il a trop de science là. Non, j'aime bien comment vous amenez les choses, c'est parfait. Et donc tu as le même problème avec les téléporteurs. Soit c'est une bulle de téléportation, donc un vortex ou quoi que ce soit, ce genre de principe. Soit c'est que son corps et à ce moment-là, oui, c'est pas logique. Et après, encore une fois, et là aussi, pour tous ces principes, il y a aussi des cas encore autres où il y a le choix, où ils ont les 2 capacités. Ils ont les 2 capacités. Souvent les téléporteurs, d'ailleurs c'est le cas, les téléporteurs, la plupart se téléportent tout seuls, mais sont parfaitement capables de téléporter quelqu'un. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étendent un champ, mais du coup, est-ce qu'ils ne devraient pas téléporter un peu du sol avec eux? D'ailleurs, il y a un problème avec Quicksilver. Dans Flash, il n'y a pas longtemps, il y avait une fille qui se téléportait, et en fait, quand elle touchait quelqu'un, et ben, ses cellules transformaient les cellules de la personne qu'elle touchait pour pouvoir se téléporter, en fait. Donc il y avait une transmission cellulaire. Ouais, mais il y avait aussi une perte cellulaire. C'est vrai aussi. Il y avait une grosse perte cellulaire et c'était d'ailleurs tout le problème. Mais d'ailleurs, pour revenir à Quicksilver, il y a un souci d'ailleurs dans le film, le dernier. Bon, déjà, c'est un film très mauvais, mais le problème c'est que justement c'est une bulle temporelle. On le voit puisqu'il écoute sa musique et que quand ça le touche, il peut bouger et déplacer les trucs, alors qu'on voit bien que c'est un ralentissement temporel. Cependant, ça devrait normalement s'étendre à Magneto quand il l'emmène avec lui. Et c'est pour ça malheureusement il lui tient la nuque pour lui dire il faut pas que tu te brises la nuque parce que je vais aller trop vite. Et donc en fait ça inclut la possibilité que Quicksilver ait cette capacité de créer une bulle, mais il ne peut la créer que pour lui-même. Oui, on peut pas l'étendre pour quelqu'un d'autre. On peut supposer qu'elle s'arrête à un micron de sa peau. Alors qu'effectivement la plupart des téléporteurs peuvent emmener des gens avec eux sur simple contact physique. Moi j'ai un autre cas aussi qui me vient en tête, c'est la mouche. Parce que là, il y a vraiment dégradation, téléportation et transformation. Enfin là, c'est un bug aussi. Mais bon, oui, là, c'est un bug. C'est parce que là, c'est ça qui est... Et d'ailleurs, c'était très intelligent d'amener ça, plutôt que de partir dans des explications bullshit, scientifiques, machin. On est en plein dans les années 80, c'est l'augmentation des ordinateurs, il y a beaucoup de questionnements qui se posent dessus, comment ça fonctionne, et paf, c'est à cause d'un ordinateur que le problème se fait. Parce que il rentre 2 corps étrangers qu'il n'arrive pas à comprendre parce qu'il a fait le calcul pour 1, et du coup, en définitive, mon calcul, j'ai une équation A avec un égal B, et je me retrouve avec un A plus C dans la machine, mais je dois quand même atteindre un B. Et je vais m'efforcer d'atteindre un B. Et ça, c'était super intelligent dans le film. Et la plupart des gens se souviennent surtout de Jeff Goldblum devenant une mouche, et c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Incroyable. Hein. Brandon Mouche. Moi, ce qui me fait flipper à chaque fois, c'est le cauchemar de sa femme quand elle croit qu'elle accouche d'un asticot. Ça a le don de me foutre les jetons à chaque fois. J'adore Jeff Goldblum en plus. Chose qu'elle fait au début du 2 d'ailleurs. Mais c'est pas un asticot, c'est un cocon. C'est le cocon, mais ce qui suppose qu'il y a eu un asticot avant. Ce qui suppose qu'il y avait un asticot qui s'est développé. Donc c'est vraiment très étrange, c'est très gore. C'est dégueulasse. C'est des films ça. C'est des films. C'est la mouche et la mouche 2. Tu as jamais vu la mouche? Non, ça date de quand? Alors je t'explique la mouche. Alors en fait, t'as Jeff Goldblum qui travaille sur un projet de téléporteur en fait, qui passe par un pseudo câble électrique, un genre de fibre optique de l'époque, tu vois. Et en gros, tu dois rentrer dans le téléporteur, rentrer les données dans la machine pour ta destination, donc tel téléporteur, hop, et ça te téléporte automatiquement. Seulement, il a un souci, c'est que il n'arrive pas à téléporter de matière vivante. Par exemple, il téléporte un singe et le singe réapparaît à l'envers.
C'est très dégueulasse comme scène d'ailleurs. À l'envers, retourné, dans le désordre. D'accord. Éclaté aussi, moi. Je vois du sang aussi. Il est à moitié éclaté, d'après mes souvenirs. D'après ce que j'avais vu un peu le making of. L'idée du réalisateur, c'est que la peau est passée sous la chair. Et on reprécise le réalisateur, c'est quand même Cronenberg. C'est quand même Cronenberg. C'est Cronenberg. C'est pour ça que c'est dégueulasse d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bien gore et tout. Mais que c'est cool. Non, ne parlez pas, capitaine, vous allez abîmer vos jolies bottes neuves. Moi, dans La Mouche, la scène qui me traumatise, c'est la scène du bras de fer. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est dans le 2, le chien. Oui, son chien, c'est absolument terrible. Le chien, c'est horrible. Ils essaient de faire des mutants bizarres. En fait, ils essayent dans le 2, ils ont récupéré un seul pod, puisqu'il y en a un qui est détruit à la fin du premier film. D'ailleurs, à la fin, le mec fusionne avec le pod. Oui, parce qu'il est en train de sortir du pod. Au moment où il se téléporte. Parce que tout l'intérêt en fait du film, c'est justement au début, le mec développe des super pouvoirs justement, et comme il s'est fusionné avec une mouche, il développe super agilité. Et aussi un pouvoir qui est assez inattendu, c'est de pouvoir faire l'amour pendant plusieurs heures. Il s'en étonne même. Il s'en étonne lui-même parce qu'il chope une endurance, etc., un contrôle, une super force, une super agilité, etc. Et au fur et à mesure, en fait, la transformation augmente, ses sens augmentent, et puis il se met à gerber sur ses aliments pour en faire des sucs gastriques comme une mouche pour l'avaler et la digérer plus facilement, pour finir par devenir vraiment une mouche hideuse et complètement instinctive en fait, qui n'a plus l'idée est saugrenue quand même. L'idée c'est une mouche, je veux dire, en même temps. L'insecte très commun. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs un truc très étonnant dans le film parce que il se transforme en mouche, il devient extrêmement basique, extrêmement c'est simple, une mouche c'est hyper simple quoi, ça mange, ça chie et ça se reproduit quoi. Mais il a quand même cet instant de retour à la fin, l'instant final, l'instant de retour. C'est parce qu'il a fusionné avec la machine. C'est parce qu'il a fusionné avec la machine. L'amour aussi. Il y a peut-être un peu de l'amour. Il y a l'amour. Dans l'idée du film, je pense que c'est l'amour. Si on veut théoriser un petit peu plus loin, il faudra quand même que je mette un gros spoiler sur le titre de la vidéo sur YouTube, parce que là j'ai oublié de prévenir les gens, mais oui, vous êtes en zone spoiler du début à la fin, cherchez pas plus loin. Oui, c'est un peu le principe. Spoil du début là, donc vous inquiétez pas. Donc on va te raconter la fin du coup. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il sort du pod, justement, la nana elle le braque avec un flingue et il rampe, etc. Il est tout miteux, tout pitoyable, et elle sait pas quoi faire. Et en fait, c'est lui carrément qui, avec sa pince, chope le bout du canon et lui met sur la tête, tu vois, parce qu'il est même plus capable de parler. Il lui fait juste comprendre, tue-moi. Quoi. Et avec ses yeux de mouche, il arrive. Et ça, c'est le talent Cronenberg d'ailleurs. C'est qu'avec des yeux de mouche, des gros yeux globuleux qui n'ont pas de pupille, rien. Il arrive à te faire ressentir une tristesse dans les yeux. Mais du coup, on a la vision de la mouche du coup avec plein de petits carreaux. Non. Le début du film commence comme ça. Le début du film commence par une vision de mouche en fait. Et c'est assez cool à voir d'ailleurs. D'accord. Non, mais t'as juste un gros plan en fait sur le visage, et puis d'un seul coup t'as juste la tête qui se lève de 3/4, un peu comme un chien quand il te regarde de côté. Et puis t'as cette pince qui prend le canon et qui. Non mais c'est quand même un sacré classique ce film. D'ailleurs c'est très bizarre parce que Cronenberg il fait souvent ça. C'est dégueulasse et c'est émouvant en même temps. C'est très fort. C'est pas un film d'horreur, c'est un film de science-fiction vraiment purement, et c'est juste trop bien. Et du coup, c'est années 80, quelque chose comme ça. C'est les années 80. La mouche, c'est 85, 86 dans ces eaux-là. Ouais, d'accord. Déjà, Jeff Goldblum, il a un mulet, donc c'est les années 80. Déjà, il a un mulet. Quand je le dis que les 10 ans, là, il faut le mulet, je suis désolé, on peut plus faire ça, quoi. Dans Walking Dead, je regarde plus parce qu'il y a un mec avec un mulet, j'ai envie de foutre des pains à mon écran à chaque fois. Mais expliquer ce qu'est la coupe mulet. Alors la coupe mulet, c'est court sur le dessus, légèrement frisoté, rasé de près sur les côtés. J'irais même des fois une petite brosse. Et si on est coquet. Il y a une phrase long derrière. Il y a une phrase pour les mulets, il dit que la coupe de devant, de face, c'est pour le travail, et de derrière, c'est pour les sorties. En fait. C'était ça. D'ailleurs, le seul homme qui a porté le mulet à peu près correctement dans ces années-là, c'est Richard Dean Anderson dans MacGyver. Tout à fait. Il portait un mulet magnifique. C'est le seul qui a porté le mulet correctement. On passera tous les joueurs de foot de l'époque qui ont. Allemands surtout. Et qui l'ont moins bien porté. C'était la mode en Allemagne. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Donc la mouche. Ok, moi je pense que c'est un super pouvoir qui me plairait bien, en tout cas la métamorphose. De transformer en mouche. Pas forcément en mouche, il y en avait une qui était rigolote. Pourquoi tu te transformerais toi d'ailleurs? Parle-nous fais clochette. Je crois que je me transformerais en femme. Oh. En femme, j'avais vu ça dans Misfits, la série, et il y a un moment, il y a un Jem et les hologrammes. Il y a un pardon.
Parce qu'il y a les Misfits et Jem et les hologrammes. Vous connaissez pas? Pas du tout. Un peu Pas trop. Pas du tout. Jem et les hologrammes, c'est un dessin animé des années 80, 85, 86, très coloré, avec des groupes musicaux qui s'affrontent. Donc le groupe musical féminin uniquement, très coloré rose et maquillé outrancièrement. Et de l'autre côté, les Misfits, les méchants, couleur un peu plus dark et avec une attitude vraiment méchante. Des gothiques, quoi. Exactement. Et il y avait T'avais ça dans Ranma 1,5 aussi, où régulièrement il se transformait. C'était un manga des années 80 où il se transformait soit en fille, soit en mec. Ça dépendait, c'était selon la lune ou un truc comme ça. On peut parler aussi du collège Foufoufou aussi, transformation. Foufou, pareil, ouais, tout à fait. Ouais, mais ça, de toute façon, le principe de se transformer en femme, c'est un fantasme vieux comme le monde, et pareil pour l'inverse. Évidemment. Et il y a plein de médias qui ont exploité le sujet. Est-ce que c'est un thème qui a été récurrent dans des films, dans des BD ou je sais pas ou... Rien que dans One Piece, t'as toute une partie de Travelo en fait, et du coup t'as aussi un personnage du coup qui est la reine des Travelots, on appelle ça comme ça, et a la capacité de se transformer en homme ou en femme selon ses désirs, par rapport aux hormones en fait. D'accord. Une sorte Rocky Horror Picture Show aussi. Rocky Horror Picture Show aussi, qui est très. Ou bien encore Priscilla Folle du désert. Ah, ça c'était génial. C'est quand même le film. Je pense que c'est un film qui a marqué, en tout cas, ce mouvement qui est devenu un mouvement par la suite. Tout à fait. Ça a aidé à montrer que, quelles que soient tes implications, quelle que soit ta sexualité, t'es quand même un être humain avec une sensibilité et que tu dois être considéré comme tel, tu vois. Et ça a beaucoup fait évoluer les choses pour ce genre de film. Ok, voilà, moi je veux être un hippocampe. Tu veux être un hippocampe. Voilà, c'est ça. Je veux qu'on m'appelle OL l'hippocampe en fait. D'accord, ce sera OL l'hippocampe. Moi j'aimerais. J'aime bien l'idée de. Sur Microciné, OL, attention. Non. J'aime bien l'idée de l'hippocampe parce que l'hippocampe c'est quand même l'un des seuls animaux de la planète où c'est le mâle qui porte les œufs, ouais. Et ça pète. Ouais. Ça aussi c'est un fantasme où tu veux porter les œufs. C'est un manque de. Des œufs j'en porte déjà quelques-uns, mais après il faut faire attention de ne pas marcher dessus. Après il y a le ver de terre aussi, mais bon qui a une sexualité un peu particulière. C'est un peu space quoi, la reproduction pendant 6 mois sous terre à 12. Enfin. Je suis pas contre les partous, mais quand même. Au bout d'un moment, il faut boire de l'eau, quoi. Tu vois, c'est au moins un minimum, prendre un petit sucre histoire de emmagasiner. Ils bavent dans tous les sens. On rappellera des gros vers de terre dans le Hobbit, le dernier. Non, c'était The Hobbit. Moi, j'ai l'impression de regarder Dune. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des liens. C'est vrai. D'ailleurs, c'était The Hobbit. Ah merde, je pensais que c'était le jeu vidéo. C'est le The Hobbit, moi. Moi, ça me fait penser d'ailleurs justement. Est-ce que dans The Hobbit, Legolas a le super pouvoir de la lévitation? Alors non. Parce que Legolas, il a le super pouvoir du beau gosse. Là, on va gueuler pour toutes les nanas qui sont là en mode ouais, mais tu comprends pas, c'est un elfe, etc. Il est super rapide, il est trop beau gosse. C'est pas parce qu'il est beau gosse que ça excuse des trucs. C'est le même problème qu'avec Benedict Cumberbatch dans Into Darkness. C'est pas parce qu'il est beau gosse que ça explique son jeu pourri. Legolas, c'est le même problème. Legolas, c'est un elfe. Dans le monde de Tolkien, les elfes ont ce qu'on appelle la capacité du pied léger. C'est-à-dire qu'il est capable de se maintenir sur les surfaces les plus meubles possibles sans s'enfoncer. Ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de surface en dessous et que la pierre est tenue par le vide, il peut se repousser dessus. La pierre étant en train de tomber, au moment où tu poses le pied dessus, tu ne fais qu'accélérer son vecteur de chute. Ce n'est pas une plateforme suffisamment solide pour sauter aussi haut, même quand tu es un elfe. Oui, là, on va expliquer un peu la gravité pour les nuls. La gravité. La gravité, quel que soit ton poids, quelle que soit ta masse, tu descendras approximativement à la même vitesse, puisque la gravité est la même pour tout le monde. Qui est de 227 km/h dans l'atmosphère terrestre. Voilà. Donc Legolas, qu'il soit léger, pas léger, qu'il ait de la puissance, etc., il est quand même soumis à la gravité, comme n'importe qui d'autre. Et ceux qui me diront « Oui, mais c'est un film fantastique, c'est pas le même monde que nous », sachez que si. L'univers de Tolkien se passe sur la Terre, sauf que ça se passe il y a, Max, tu me rappelles, ça se passe il y a combien de temps? 5000 ans si j'ai cru voir un truc comme ça, non? C'est hyper flou, les théories vont de quelques milliers d'années à quelques millions d'années. Et il y a d'autres théories qui disent que ça se passe plus tard. Il y en a aussi qui disent que ça, mais non, mais celles-là sont pas canons. J'avais lu 5000 ans, moi. Tolkien l'a précisé, c'est dans les écrits de Tolkien, ça en fait partie. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux se déroulent durant le 3e âge. La mort d'Aragorn débute le 4e âge. Et nous sommes actuellement, alors je crois que c'est à la mort d'Hitler. On est là, je crois. Il me semble que la mort d'Hitler, c'est le début du 9e âge. Ok.
Ouais, c'est précis. Hein. C'est-à-dire, Tolkien a été un peu méga traumatisé de la guerre. C'est pour ça qu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué l'allégorie. Oui, non, mais c'est subtil. Hein, c'est un peu comme Star Wars, quoi. C'est très subtil. Quoi. Terriblement. Donc voilà, nous sommes dans le 9e âge. Alors, si on compte que dans Le Seigneur des Anneaux, les âges durent en moyenne 3, 4, 5 000 ans, c'était quand même il y a au moins 50 000 ans, quoi. Mais au fur et à mesure de la reformation. Les âges dans Le Seigneur des Anneaux, c'est 3000 ans à peu près. Hein. Ça dépend lesquels. Ouais, mais c'est à peu près, ça dépend des événements. Il y en a quelques-uns qui surviennent. Et il y a les âges avant le premier âge. Parce que les âges en fait dans Le Seigneur des Anneaux ne correspondent pas à un calendrier, mais correspondent à une majorité d'événements qui reforment le monde. Ouais. En gros, c'est une révolution dans le monde, un gros changement, c'est un nouvel âge. Le début du premier âge, c'est l'apparition de l'homme. Très bien. Âge. Encore des questions sur la métamorphose ? Bah non, je pense que c'est assez complet. Très bien. Eh ben on va passer à Maximilien. Tu nous fais un petit jingle ? Petit Maximilien. Super. Ouais, bah je fais ce que je peux. Donc alors, les gens connaissent déjà OL pour ceux qui écoutent Microciné, etc., qui suivent un petit peu notre travail. Mais toi, Maximilien, les gens ne te connaissent pas encore. Alors présente-toi. Bon, déjà, je suis un connard. Ça va. Vous savez ça. Bah, sinon, je bosserais pas avec toi. Il faut vraiment être con pour signer des contrats comme ça. Moi aussi, je t'aime, ouais. Mais sinon, voilà, donc moi, je bosse avec Mr. Todd depuis un petit moment maintenant, quelques années quand même. Ça fait 4-5 ans déjà qu'on travaille ensemble. Ouais, putain, si long que ça. Faut vraiment que je me trouve une vie, quoi. Et une copine surtout. Une copine aussi. J'en ai marre de laver tes slips sales, tu vois, c'est au bout d'un moment. You. Sinon, bah voilà, donc moi je suis son. Lequel auteur, de vous deux se transforme en femme, la métamorphose C'est moi, c'est OL. Est-ce que c'est un don Non, moi donc moi je suis son auteur principal. J'écris les scénarios pourris qu'il utilise. Presque tous en tout cas. Presque tous en tout cas. Et ceux que j'écris pas, c'est les pires. C'est les pires. C'est ceux que je tourne en premier. Ceux qui tournent et qui sont encore pires que les autres. Voilà, et tu vas nous parler de quel super pouvoir ? Alors moi je vais vous parler de la télékinésie et de tout ce qui s'y apparente. Alors là je vous préviens, ça va être long. Et là on va rentrer dans un niveau complexe. Attention, puissance. Bah vas-y, dis que moi c'était nul. C'est ça tu dis que moi j'étais au niveau en dessous, c'est ça ? C'était un peu le bisounours, tu vois, la métamorphose, un peu facile, de la classe. Tu vois, non mais c'était l'introduction, faut commencer par un doigt. Quoi. C'est visible. L'homme connaît son sujet. Je t'en prie, parle-nous donc de la télékinésie. Alors la télékinésie, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça vient du grec télé, qui veut dire à distance, et kinésie, le mouvement. Et télémaque, on s'est foutu d'OL pour ça. Ouais, on se moquait de moi parce que moi je citais du grec. C'est la même chose là. Oui, sauf que lui il citait du grec en anglais, donc. Oui, voilà. Sauf que voilà, moi c'est les vrais termes, tu peux vérifier. J'ai regardé sur Wikipédia, s'il te plaît. Mais Maximilien, mais dis-moi Max, du coup télémaque, est-ce que c'est de la prostitution à distance ? Non, je pense que télémaque c'est l'utilisation d'un iPhone sans le toucher. Wow. C'est fort. D'accord. C'est bon, t'as compris là. Oh là. Non, moi je pensais fils d'Ulysse, tout ça. Bon. Oui, bah moi aussi à la base, c'était fils d'Ulysse. C'est le principe de la blague, OL. Merci de l'avoir pété. Maximilien, je t'en prie, continue. Expliquer une blague. OL, il est bien pour ça, le buzzkill quoi. Donc voilà, donc la télékinésie, alors c'est un sujet hyper vaste. La base, voilà, la première chose, c'est comme son nom l'indique, encore une fois, le mouvement à distance. Donc ça va être de bouger un objet par la pensée, la conviction. Genre, je veux te piquer ta bière là, j'utilise la force et ta bière elle vient. Et ça marche pas parce que ça n'existe pas malheureusement. Alors il y a des tas de recherches qui ont été effectuées. Les Anglais y ont bossé énormément, la France y a bossé un petit peu, les Américains ont fait un énorme département de recherche où plus de 600 grands scientifiques ont été impliqués quand même. Le Troisième Reich aussi. Le Troisième Reich avec une section de recherche extrêmement développée. Bien que, à vrai dire, ça relève un peu de la légende. C'était plus, mais en fait la recherche du Troisième Reich c'était plus ésotérique, mais il y avait un cabinet de recherche ésotérique. Mais ça relève beaucoup de la légende, ça a été beaucoup plus amplifié, il y a eu que quelques bonhommes qui ont bossé. En fait à la base c'était des recherches sur la cabale juive en fait. C'était ça. Savoir s'ils avaient des vrais pouvoirs, etc. et comment leur piquer quoi. Ce qu'on retrouve un peu dans l'Arche d'Alliance de Indiana Jones. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'expériences sur les jumeaux et la capacité les capacités de télépathie, etc. Ça, par contre, oui. Alors, par contre, ceux qui ont vraiment énormément cherché, c'est les Russes. Les Russes, ils ont cherché, ils cherchent encore, ils chercheront. Les Russes, c'est des dingues pour ça. Les Russes sont des dingues et les Russes disent avoir des résultats. Alors, de
tous les rapports existants officiels, rien ne démontre quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien beau tout ça, mais faut rester sur Terre, quoi. Donc voilà, donc la télékinésie, c'est un sujet qui est hyper exploité, mais partout, tout le temps, en permanence. Dans les super-héros, on en a des tripotées complètes. Le basique que tout le monde connaît, c'est Jean Grey dans les X-Men, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Cette bière. Cette bière est excellente, cette bière. Elle est ambrée, elle est rousse et tout, c'est cool. Pour ceux qui sont moins calés comics, mais qui sont plus télé, il y a Heroes. On a bien sûr Sylar qui acquiert son premier pouvoir. Qui l'a volé d'ailleurs. Qui vole d'ailleurs. D'ailleurs, Sylar, on n'a jamais su quel était son vrai pouvoir. Si. C'est pas hyper clair. C'est la compréhension, quoi. C'est la compréhension. En fait, la compréhension mécanique par rapport aux horloges. En fait, moi, je pense que Sylar a une forme de préscience de l'objet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il touche l'objet, c'est un petit peu le pouvoir qu'a Quinlan Vos dans Star Wars. Ouais. C'est à partir du moment où il touche un objet, il comprend son mécanisme. Il comprend ce qu'il est, c'est ça. Et comment récupérer. C'est pour ça qu'il regarde le cerveau des super-héros et il comprend le pouvoir et du coup il peut le maîtriser derrière. Ouais. Donc ce qui implique du coup que dans Heroes d'ailleurs, ça implique que les pouvoirs sont une mutation cérébrale, spécifiquement. Oui, c'est une tumeur dans ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est rarement expliqué aussi précisément. Mais c'est une tumeur qui est révélée par les radiations de la Lune selon les théories les plus avancées, les plus scientifiquement intéressantes. Donc voilà, donc Sylar. Sinon, après pour d'autres univers, comme je sais que Todd, tu aimes beaucoup d'ici, il y a Raven, bien sûr. Ah, Raven. Déjà c'est un corbeau. Raven c'est compliqué. Raven elle a 50 pouvoirs différents, dont de la magie noire. Raven c'est spécial parce qu'elle est à moitié magique, à moitié télékinétique. C'est hyperspace, c'est un cas vraiment. C'est le même problème avec Shazam en fait. C'est qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman, mais ils sont pas génétiques ou quoi, ils sont magiques, tu vois. Donc c'est pas trop. Ensuite, alors pour ce qui est de la entre guillemets réalité et un thème qui est sûrement l'événement paranormal qui ressasse le plus de témoignages sur la planète, c'est le phénomène poltergeist. L'esprit frappeur donc, qui est une forme de fantôme capable d'agir sur le monde directement. Et finalement, pour moi, c'est peut-être l'expression la plus pure même de la télékinésie, puisque un poltergeist, finalement, c'est une boule de télékinésie vivante, quelque part. S'il ne sert pas de sa télékinésie, il fait rien, en fait, le mec. Il est basiquement, là. Il est là, mais il n'y a que lui qui le sait. Donc, et c'est bien qu'on ait, encore une fois, jamais eu de preuve, il y a quand même des témoignages en quantité astronomique. Moi j'ai ma petite théorie personnelle sur les fantômes et les poltergeists, le pourquoi du comment scientifiquement. Parce qu'on est dans la science de comptoir, donc on s'éclate dans des théories un petit peu utopiques pour essayer de déterminer le pourquoi du comment. On ouvre un petit peu nos esprits, on essaie d'utiliser le peu de connaissances pour essayer de réfléchir au-delà des preuves empiriques. Faudrait un petit jingle là. Faudrait un petit jingle, effectivement. Et donc moi ce que je pense, on a prouvé que le cerveau humain avait un champ magnétique extrêmement puissant. On a prouvé que l'être humain utilisait 10% de son cerveau. Non, c'est faux ça. Mais on sait qu'on a le Luc Besson quoi. Mais on sait qu'on a un champ électromagnétique autour de notre cerveau et que notre corps en général utilise un champ électromagnétique. Tout à fait. Il a déjà été prouvé que dans des cas de grand stress, blessures, accouchement, autres, etc., grande excitation, etc., ou même action sportive exceptionnelle avec la montée d'adrénaline et différentes hormones, il peut arriver que l'augmentation de ce champ magnétique augmente drastiquement son activité. Ça s'appelle l'état agentique pour l'information. C'est l'état agentique. Le bonhomme. Reste derrière ton comptoir. C'est l'adéquation entre le cerveau et le champ magnétique qui entoure, pas forcément qui est généré par le cerveau, mais qui entoure. Et en fait, c'est l'adéquation de ces deux champs magnétiques qui permet une action pour un sportif, du coup, une action qui est improbable, même lui se rend pas compte, mais qui fonctionne tout à fait. Il s'en rend pas compte et en fait, ça bluffe tout le monde. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment au niveau des arts martiaux. Il y a cette espèce de moment de flottement où tu es entre l'exacte excitation et le ralentissement temporel où tu es capable de comprendre absolument tout ce qui t'entoure et de faire une action absolument exceptionnelle dont tu ne serais pas capable normalement. Et donc là-dessus, si on part du principe qu'effectivement il y a certains endroits où les champs magnétiques sont un peu plus forts qu'à d'autres, ils ont un champ magnétique plutôt frein, rivière souterraine, ligne tellurique, etc. Machin. Je pense que, étant donné que
99,99999% des fantômes et des histoires de poltergeist recensées sont systématiquement des morts violentes, des grosses blessures ou ce genre de choses, des états de guerre, etc. Je pense qu'il est d'insatisfaction terrible. Ou d'insatisfaction terrible. Je pense qu'il est possible, dans certains cas, lorsque la mort d'une personne, dans des grandes douleurs, etc., elle laisse en fait une trace magnétique dans le champ magnétique de l'endroit où elle se trouve. Et qu'en fait, les poltergeists et les fantômes ne sont en fait qu'un écho magnétique de ce qu'était cette personne et de ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Comme une photo imprimée sur un négatif sans le vouloir, ce genre de choses. Pour moi, c'est ça ma petite théorie personnelle. Je pense que ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'ésoterique, il n'y a aucun lien avec le monde des morts ou le diable. Je pense qu'il y a une cause scientifique, c'est juste que pour l'instant, on ne sait pas la mesurer, mais à mon avis c'est une trace. On parlait souvent c'est un négatif. On parlait souvent des diamants maléfiques, etc. Mais on sait que les diamants c'est comme une clé USB en fait, ça enregistre un maximum d'informations. Ça enregistre l'information magnétiquement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs dans Star Trek il y a un peuple qui emmagasine la totalité de leurs connaissances dans les cristaux qu'il y a sur leur planète. Mais moi aussi. Et du coup il y a les crânes de cristaux qui sont sur Terre là, l'histoire, voilà, oui, les crânes de cristal si tu veux. Mais c'est totalement bidon. Mais voilà, mais on parle de ça et c'est vrai que. Mais selon certaines théories, ce serait un ordinateur extraterrestre qui contiendrait des connaissances. Ça a été démontré comme totalement bidon. Ils ont refait des tests l'année dernière et ils ont prouvé qu'elles ont été fabriquées il y a 15 ans. Il y a aussi le crâne ancestral de Musclor, mais bon. Le pouvoir du crâne ancestral. Dans Superman aussi, d'ailleurs, son père lui laisse des messages via des cristaux. Via des cristaux, effectivement. Et dans Stargate, la technologie des Goa'uld utilise des cristaux parce qu'elle est capable d'emmagasiner plus d'informations pour les calculs de trajectoire interspatiale. Et d'ailleurs, même les montres, une montre, ça fonctionne avec un quartz. Un quartz, tout simplement. Et en fait, ce quartz, on le module et on lui insuffle une vibration qui est éternelle. Il vibre indéfiniment, ce qui permet à cette montre de vibrer indéfiniment et donc de faire tic-tac. Oh, c'est beau. D'ailleurs, il y a ça dans The Watchmen. Le professeur Manhattan, quand il va sur Mars, il crée une horloge qui est entièrement en cristal, etc. et qui en fait contient lui-même, c'est l'extrapolation de sa pensée en fait. C'est en gros, dans l'idée du film de base, c'est l'extrapolation de sa pensée. Moi, personnellement, j'irai un peu plus loin. Tu vas toujours plus loin. Ouais, je vais toujours. J'aime quand tu vas plus loin. Je pense que c'est l'extrapolation de sa vision de l'univers. Ouais, c'est ça, ouais. Carrément. Cette simultanéité, et si tu prends en plus chaque mouvement comme une ligne temporelle différente, cette espèce de bouillon temporel finalement, parce que le temps n'est pas linéaire, c'est juste nous les humains qui le percevons de telle manière. Et le professeur Manhattan, ce n'est pas le cas. Et c'est souvent le cas de beaucoup de télékinétiques. Il y a énormément de télékinétiques qui, en développant leur pouvoir, on parlait de Jean Grey tout à l'heure, quand elle devient le phénix, elle devient tellement puissante qu'elle a même plus conscience de la Terre telle qu'elle est, quoi. Elle voit tout indéfiniment et à différentes époques. Et c'est pour ça qu'elle est capable, en fait, quand elle tue le professeur Xavier dans le film, en fait, elle ne le tue pas. Elle l'efface, elle le divise, elle l'annule. Et d'ailleurs, l'effet est très bien fait. Oui, c'est un des seuls trucs qui est bien fait dans le film. Elle annule sa charge atomique, donc il s'efface. Elle disperse ses atomes, quoi. C'est pas violent comme mort, c'est pas comme si t'avais eu une vie et puis t'es fait buter, c'est que carrément on efface ton existence de l'univers. C'est chaud, quoi. C'est atroce. Mais à la fin du film, il survit quand même. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu chelou, c'est que Wolverine, justement, parce que c'est marrant, tu parlais des télékinétiques, je me suis dit, je vais regarder le film vu que c'est un film qui parle beaucoup de ça. Et Wolverine, ok, c'est cool le fait qu'au fur et à mesure où il avance, il se régénère, machin. C'est pas censé aller aussi vite. Ça marche pas parce que quand tu vois qu'elle est capable d'arrêter le temps autour d'elle et de diviser le truc en une fraction de nanoseconde, Wolverine, il a beau se régénérer rapidement, on a déjà établi. C'est l'amour, encore une fois. Pourquoi Parce qu'elle hésite. Mais non, voilà, elle hésite. Mais justement, on reviendra sur le. Je trouve pas qu'elle hésite. Je trouve qu'elle lui envoie des grosses vagues dans sa tête. À la fin, elle lui demande quand même de la tuer. Elle a quand même c'est vrai qu'elle a quand même un regard hésitant. Ouais, mais c'est pas la mouche. Je suis désolé. Mais c'est pas la mouche. Jean Grey en mouche. Jean Grey mouche. Jean Grey mouche. Je verrais bien OL en Jean Grey. OL, tu veux pas faire Jean Grey? Jean Grey. Jean Grey, The Amazing Fly. Mais on y reviendra parce que ça fait partie de mon thème, la guérison, figure-toi. Ça y figure. Mais juste pour le détail de cette scène-là, enfin, c'est ce qui. Oh, vraiment? Oui, il est en mode bistrot là. Pour le détail de ce fait-là, c'est encore une fois une de ces scènes qui pourrissent totalement le personnage de Wolverine et qui le rendent absolument pas crédible. Parce que, je veux dire,
Ça ou alors 2 films successifs, quoi. Voilà. Alors il y a ça qui devrait, si elle le fait vraiment exploser, elle devrait faire exploser son squelette d'adamantium. En plus, ouais. Ou quand bien même niquer la totalité de la chair qu'il a sur squelette d'adamantium, parce que c'est déjà arrivé que Wolverine se fasse brûler la totalité de ce qui constitue sa chair, qui repousse d'une ou deux cellules, et qui reste que le squelette. Et il meurt, et c'est déjà arrivé le contraire, qu'effectivement il se fasse dégommer, mais qu'il repousse que d'une seule ou 2 cellules. C'est pas dans le premier là où il se réfugie avec son copain asiatique dans une sorte de puits. Non, c'est dans le dernier. Ça, c'est le combat de l'immortel. Okay. C'est dans le combat de l'immortel. Et d'ailleurs aussi dans nucléaire quand même. D'ailleurs ça à la limite ça marche. Oui, mais par contre ça marche parce qu'il est abrité, il n'est pas exposé au souffle direct. Le truc qui protège avec la porte, etc. C'est vrai que c'est gros, mais admettons, on est quand même dans un univers super-héros. Admettons. Genre le vieux, tu vois. Ok, il a eu le visage cramé, mais normalement, avec les radiations résiduelles, etc., il aurait dû. Bien que, en réalité, la retombée de radiation, ça prend beaucoup plus de temps que la plupart des gens pensent. Ouais. La plupart des gens pensent que quand une tête nucléaire explose, il y a des radiations tout de suite. Non. En fait, le nuage, ça prend super longtemps avant qu'il retombe. D'ailleurs, c'était un peu le même problème que dans le film La Somme de toutes les peurs, avec Ben Affleck et Morgan Freeman, où tu as une bombe qui explose et tu les vois juste après se balader dans le centre-ville et tout le monde fait « Mais ils devraient tous être morts à cause des radiations !» Et bah écoute, repasse ton bac physique et fission nucléaire, parce que tu devrais savoir que les retombées atomiques, ça prend beaucoup plus de temps que ça pour retomber en fait. Il faut qu'il y ait de la pluie en fait. Ça prend des jours voire des semaines. Ça prend des jours voire des semaines pour les retombées. Et c'est pour ça tombe pendant des jours. Et c'est pour ça que les retombées en fait, c'est tout le temps ce que tu crains le plus, parce que tu sais pas où ça va. C'est le problème de Jaco avec le nuage. Et c'est le problème de Jaco avec le nuage qui s'arrêtait à la frontière, tu vois. C'est que Tchernobyl, c'est quand même en Ukraine, tu vois. Et le nuage, il est bien passé au-dessus de nous, et on a eu des retombées, et il y a eu des cancers. Et c'est passé 3 semaines après, quoi. Donc, Bon, même si en réalité, les taux étaient quand même extrêmement. C'était 40 fois au-dessus de la norme, mais c'était on a quand même laissé la consommation des petits jardins. Bien sûr. Bon, donc je vais essayer de revenir à mon sujet si j'ai le droit. Ça va, ouais, tu reprends la mauvaise foi ici là. Ça y est, monsieur a une grosse barbe, donc allez, on va se calmer. Il a pas que ça. Quoi, hein. Une grosse barbe. Je vais t'enrouler dedans, je vais t'étouffer avec. Il a quelque chose que tu n'as pas. Il a une barbe vraiment broussailleuse. Je sais même plus où est-ce que j'en étais moi. Donc les poltergeists. Ghostbusters. Les poltergeists. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, je vais développer un peu la télékinésie et justement, je vais partir du poltergeist pour commencer à développer ça. Il y a souvent un cas dans les manifestations fantomatiques qui est le phénomène de point froid. C'est vrai, il y a souvent une zone dans une pièce plus ou moins chaude à 25-30 degrés, il y a une zone où il fait 0 quoi. Mais il y a un point de quelques dizaines de centimètres où il fait 0 et c'est inexplicable. Et ça, c'est des phénomènes véridiques, vérifiés, existants et qu'on ne sait pas expliquer du tout scientifiquement. Bon, il y a des théories, mais c'est un peu farfelu, quoi. Moi, je dis c'est à cause du cerveau magnétique. Il y a un Russe là, il y a quelques jours là, qui a apparemment il a montré des clichés comme quoi en fait il a fait des recherches, il a montré des clichés de l'âme qui sort du corps à la mort en fait. Et il a montré ça il y a quelques jours. Ça a été fait de nombreuses fois et ça a jamais été validé. Bah là, je sais pas, c'est un article qui est sorti il y a quelques jours. Oui, après, pas tellement. La presse information saute dessus évidemment, mais les croyances des uns et des autres. Un coup, tu dois traverser un fleuve et foutre 2 pièces à un connard pour qu'il te laisse passer. Un coup, tu dois se jumper un crocodile. N'empêche, c'est le début de l'immigration. Hein. Tout à fait. C'est la frontière US. Le Styx, c'est la frontière US en fait. Hein, si tu regardes bien, c'est la frontière Mexico-US. Tu payes 2 pièces à un connard. Tu payes 2 pièces à un connard pour qu'il te laisse passer et t'es même pas sûr d'arriver, quoi. En plus. Donc voilà, donc il y a ce phénomène de point froid. C'est un procès, ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, si tu veux partir, ça va 2 secondes. Si tu veux vraiment parler d'échappement de l'âme, etc. Moi, j'aime beaucoup, c'est la vision. Justement, on parlait de science, c'est la vision des bouddhistes à ce niveau-là. Oui. C'est que les bouddhistes ont une vision qui a été développée il y a déjà plus de 4000 ans. Et qui est tellement proche scientifiquement par rapport à la réalité que c'en est absolument bluffant. Et si tu regardes la plupart des évolutions au niveau des arts martiaux, l'énergie intérieure, etc., c'est extrêmement proche de la science moderne. Pour les bouddhistes, ce qui se passe, c'est que ton corps est une jarre et quand tu meurs, la jarre se pète et l'énergie qui est dedans retourne dans l'univers et commence à faire tout avec l'univers. Si tu suis la science moderne, tu vas mourir, on va t'enterrer, tes atomes vont être dispersés dans le sol, réutilisés, et ensuite le soleil va péter et détruire la planète, ce qui fait que les atomes qui sont dans ton corps, qui sont dans la terre de la planète, vont être dispersés, recréer des nouveaux trous noirs et rebalancés ailleurs dans une nouvelle nébuleuse qui va recréer des nouvelles étoiles, qui va recréer des nouvelles planètes. Donc tu rejoins le tout de l'univers. Et c'est ce que disait Alexandre Astier, c'est que personne ne comprend la physique quantique parce que personne ne comprend les silences infinis de l'espace. Et bien, je suis tout à fait d'accord avec Astier quand il dit que nous sommes les enfants des silences infinis de l'espace.
And it's all just dust in the wind. Ça, c'est pour vos petits culs. Je t'en prie, point froid. Je peux y aller là. Sub-Zero, pense Sub-Zero. Parce que je suis en train de me geler, hein. Sub-Zero. Donc, le point froid. Je sais plus. Donc le point froid, oui. Ah bah c'est bien la peine de faire ça. Hein. Donc le point froid qui nous amène à du coup une première forme de déclinaison télékinétique qui est la cryokinésie. La création de froid par la pensée. La création de froid à distance du coup, et donc par la pensée. Alors attention, c'est un peu compliqué et c'est peu connu. La cryokinésie, c'est la capacité de créer du froid à distance uniquement. Mais il y a aussi le cas de la chirurgie qui permet de créer du froid uniquement par contact. Il faut toucher un objet pour le refroidir. Généralement, c'est lié. La plupart des personnages qui sont capables de l'un sont capables de l'autre. Encore qu'il y a des cas de cryokinésie sans chirurgie, mais des personnages qui sont uniquement chirurgiques, on n'en connaît pas. Bah t'avais un délire comme ça avec Iceman justement, qui lui par exemple est obligé de se métamorphoser pour devenir l'iceberg. Et alors moi d'ailleurs justement en parlant de ça, c'est que Iceberg c'est quand même un des persos les plus, enfin un perso très populaire. Il est très intéressant. Moi quand j'étais gamin, je l'ai toujours kiffé parce que le mec il surfe sur de la glace et tout, c'était super classe. Et pendant toute la première trilogie de Bryan Singer des X-Men, tu n'attends qu'une chose: transforme-toi. Et j'ai de nouveau eu cette méga déception quand j'ai revu le film hier, c'est qu'effectivement, il arrive face à Pyro, il se fout donc du feu contre de la glace l'un contre l'autre, t'as le classique je suis plus fort, etc. Et puis finalement, c'est Iceberg qui se fait niquer, qui se retrouve entouré par les flammes, et puis là d'un seul coup il se relève et paf, il se transforme en glace, et il lui fout un énorme coup de boule glaçon dans la tronche, et il lui dit ouais, tu devrais retourner à l'école. Et là tu fais oh super badass, vas-y la bataille elle va être trop bien, et tu passes au plan et tu dis ouais vas-y il va faire du surf autour du bâtiment et tout en glace et il va balancer de la glace à tout le monde. Tu passes au plan suivant, il est redevenu humain. Voilà, c'est l'achievement total du perso. C'est le même problème avec Angel quoi. Angel tu le vois se déployer et puis il s'envole comme un vieux moineau à travers la fenêtre et il est utile que pour sauver son fader quoi. Moi ce qui m'a plus dérangé avec Iceberg, c'est sa première scène en fait. Laquelle? La rose. Ah oui, la rose. On introduit glace, Iceberg, c'est quoi? C'est un ado boutonneux qui voit une meuf un peu bonne et qui lui fait une rose en glace. C'est joli, mais c'est pourri. Ouais, mais c'est cool quand même. C'était quand même cool. Non, ça n'a rien à faire là. Ça s'adresse à qui aussi? Ça s'adresse aussi aux adolescents. Si tu pouvais le faire. Bien sûr, tu pouvais le faire. Ouais, mais moi, on hésite là. Déjà, si moi je mettrais le feu, je gèlerais la glace. Ouais, mais là tu vas lui cramer toutes ses notes. La pauvre elle a bossé pendant tout le cours à prendre des notes et tu vas lui cramer son truc, c'est pas cool. T'as jamais essayé le lubrifiant effet glacé? C'est super. Ah non, ça m'étonne de ta part. Oh. Non, toi qui as l'air si terre à terre. Mais justement. Perso, ce que j'aime beaucoup avec Iceberg, c'est quand t'as Wolverine qui lui passe sa bière, qui souffle dessus. Mais il l'a refroidi en même temps avec ses doigts. Et justement, là, c'est une parfaite application de la cryokinésie et de la chirurgie simultanément. Bon, en dehors d'Iceberg, je veux dire, c'est pas hyper connu ou répandu. Alors, plus récemment, on a la Reine des Neiges. Oula. Libéré, délivré. Non mais faut pas regarder en français aussi, il y a un moment un peu écoute, bon sens messieurs. C'est de la merde dans l'un comme dans l'autre. Moi je l'ai entendu. Alors c'est pas si mal en anglais. Attends, personnellement j'ai entendu une version à l'automaton qui a été fait par Mr. D dans l'apéro du Capitaine et je peux te dire que ça vrille encore plus les oreilles. Ceci dit, la version à l'automaton est presque meilleure que l'original. Je t'enverrai un petit lien pour ceux qui n'ont pas écouté ça. Écoutez le dernier épisode de l'apéro du Capitaine, le pod 50 où vous entendrez une version de Libéré délivré absolument magnifique à l'automaton. Sinon, alors, il y a un autre cas. Fais pas cette tête, ouais. Attends, l'automaton, c'est... Oui, alors l'automaton, c'est une espèce de... C'est pas le spermatozoïde Si, c'est ça, ouais, c'est un spermatozoïde. Je crois que c'était Okamaton ou un truc comme ça. Non, c'est un automaton. En fait, c'est un saxophone numérique, en gros, qui le bout ressemble un peu à un spermatozoïde et le dessus c'est assez horrible. Un bec de canard, et c'est vrai que le son que fait ce truc est une sorte de scie musicale numérique vraiment dégueu. C'est vraiment immonde. Insupportable. D'ailleurs, la version évoluée dans Futurama, c'est l'holophonore. L'holophonore. J'aimerais beaucoup savoir jouer de l'holophonore. Qui est un mélange entre un térémine justement et un automaton. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais qui fait des hologrammes en même temps. Et donc, tu disais quoi? Donc il y a un autre cas qui peut facilement venir à l'esprit, c'est le cas de Mr. Freeze.
qui est un personnage glacé. Tu sais ce qui a éteint les dinosaures? Laisse-moi deviner. Arnold Schwarzenegger. Quelque chose à voir avec de la glace? Voilà, donc malheureusement on s'en souvient pour Arnold Schwarzenegger. Oh là là. Alors que le personnage de Mr. Freeze, c'est marrant parce qu'il est pas passionnant dans le comics au départ, et il devient intéressant dans la série Batman des années 90. Ouais, c'est là qu'il devient génial parce qu'on lui donne une profondeur, on lui donne une histoire. Avant ça, il n'en a pas. Avant ça, c'est un scientifique qui a merdé une expérience de cryogénie et le reste on s'en fout. Il a envie de péter la gueule à Batman. Pourquoi ? Parce que il a même eu son film à l'époque, Mr. Freeze, Batman vs Sub-Zero. Oui. N'en parlons pas. Non, c'était pas si mal que ça. Ouais, non, mais bof quoi. Alors justement, Sub-Zero, venons-en à Sub-Zero, donc personnage bien connu de la saga Mortal Kombat. Ah, Sub-Zero. Et là, c'est encore autre chose, parce que Sub-Zero, dans son histoire, est décrit comme un cryomancien. C'est son qui en fait. C'est encore plus compliqué que ça, c'est que c'est un peuple qui a la particularité d'avoir la capacité magique naturelle d'utiliser de la glace. Mais en plus de ça, ils l'apprennent. Leur chi. Et Sub-Zero est un cas à part mutant qui a une forme plus puissante que les autres. Ouais, Donc lui, il cumule parce qu'il fait toutes les formes de glace possibles en même temps. Ouais. Ce qui est très fort. À distance et au corps à corps. Ouais. Il fait à distance, au corps à corps, par magie, par la pensée. Tu peux énumérer un petit peu toutes ces formes? Donc on a la cryokinésie qui est la glace à distance par la pensée, la cryurgie qui est la glace par la pensée par contact, la cryomancie qui est la glace magique, purement magique, le sortilège de glace, et après il n'y a pas réellement de nom pour l'autre cas, mais c'est la résistance à la glace et le sang-froid. Le sang-froid, précisément. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme quelque part. Ouais, je sais, merci. Flap. Alors ensuite, du coup, il est perdu. Autre forme de télékinésie, la pyrokinésie, bien entendu, par opposition. C'est beau, mais ça brûle. Exactement, mais ça brûle pas les pyrokinétiques. Ça brûle pas les pyros. Non. Quoique, ça dépend des cas. Il y a des cas où ils se brûlent tout seuls. Donc la pyrokinésie. Firefly dans Batman. Effectivement. Qui est un grand brûlé en fait. Mais il utilise une machine, on est d'accord. Il y a quand même un truc. Ça dépend des versions. Il a des méga lance-flammes. Ça dépend des versions. Il y a des versions où c'est lui qui crée le feu. Ouais. Il y a la torche humaine, effectivement. La torche humaine, bien sûr. La torche humaine, c'est différent parce que en fait, c'est pas juste qu'il utilise le feu, c'est qu'il devient lui-même un espèce de mini-soleil. Bon, avant qu'on développe, je voudrais juste éclairer un peu le détail. Ça va, dis-le si on t'emmerde aussi. Non, mais histoire de savoir de quoi on parle. Non, mais soleil éclairé, moi je trouvais ça. Il y avait une bonne transition, mais. Donc pyrokinésie de pyros, le feu, kinésie à distance, encore une fois. Donc la création de feu à distance. La création ou la manipulation selon les cas, parce qu'il y a des tas de cas différents. C'est vraiment très très à part la pyrokinésie. La pyrurgie, encore une fois, c'est le feu par contact. C'est généralement plus une augmentation de sa propre température corporelle de manière extrême afin d'influencer l'environnement. Tu vas faire monter le bout de tes doigts à 2000 degrés pour faire fondre le métal. Je vais te montrer la chaleur de mon corps. Comme dans Iron Man 3 d'ailleurs. Comme dans Iron Man 3 précisément, c'est de la pyrurgie. Bon alors pour commencer, on parle du temps qu'il fait, donc présentez-vous et parlez du temps qu'il fait. Bon là, je m'appelle Manuel et il est chaud dans mon corps. Alors c'est intéressant aussi, la pyrurgie c'est intéressant parce que les dragons dans la vision moderne font de la pyrokinésie en fait, hein. Ils crachent des flammes qu'ils créent partiellement par leur corps mais qu'ils contrôlent un peu à l'extérieur aussi. Mais dans les premières versions, les toutes premières versions de dragons magique, ouais. qui datent des Mésopotamiens, c'était de la magie et c'était physique. Un dragon c'était en fait un homme capable de te fondre par contact. Les tout premiers c'était ça. C'était des démons qui sont devenus par la suite les Éphrites chez d'autres peuples et qui sont des démons de feu du coup. Ah, c'est marrant, il y a Ifrit, la chimère dans Final Fantasy. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un Éphrit. C'est un Ifrit. Mais l'Éphrit. Avec un I ou avec un N? I. mais les frites, c'est meilleur avec de la mayo. Merci Max. Donc effectivement, comme on l'a cité, il y a la torche des 4 Fantastiques, bien entendu, qui est un cas
presque unique puisque lui devient du feu. C'est la totalité de ces cellules qui ont été modifiées. L'intégralité de ces cellules changent et deviennent brûlantes, mais résistantes au propre feu qu'elles engendrent. Ce qui peut laisser à penser d'ailleurs que ce personnage doit sûrement dégager des taux de radiation absolument mortels pour toutes les personnes environnantes. Mais c'est d'ailleurs pour ça que la torche ne s'asphyxie jamais. Tout à fait. Parce qu'il ne brûle pas l'air qui l'entoure. Il ne brûle pas l'air qui l'entoure. Enfin, il n'a pas besoin d'oxygène, techniquement, c'est son feu qui crée de l'oxygène. D'ailleurs, quand il asphyxie quelqu'un d'autre, il y a Firestorm aussi. Il y a Firestorm. Firestorm, c'est encore différent parce que c'est du feu nucléaire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est du feu nucléaire, donc c'est pas exactement le même type de feu. Firestorm, en fait, techniquement, c'est que de la télékinésie de base, mais c'est de la microkinésie où il est capable carrément de manipuler l'atome. Donc il est capable de modifier l'atome pour le rendre nucléaire. C'est le même principe qu'un micro-ondes, tu vois. Un micro-ondes, ça ne chauffe pas. En fait, un micro-ondes, c'est juste que quand tu mets ton aliment dedans, ça fait vibrer les atomes d'eau. Et le fait, cette friction, en fait, crée cette chaleur. Et c'est en fait, à Firestorm, c'est exactement ce qu'il fait. Et en fait, il crée pas de feu. Il fait juste vibrer les atomes. En gros, Firestorm, normalement, il devrait même pas avoir de flamme. Il devrait juste tendre son truc vers le gars et le gars devrait exploser comme un caniche dans un micro-ondes. Mais les flammes, c'est plus joli. On a aussi le roman de Stephen King, Firestarter. Je ne sais pas si certains l'ont lu. C'est un excellent Stephen King. C'est un de ses meilleurs d'ailleurs. Je ne lis pas les romans. Les romans me lisent. Ouais, sûrement. Le film était pourri d'ailleurs. Hein. Faut pas regarder. Stephen King, il faut pas regarder. Il faut lire. Les adaptations de Stephen King, de toute façon. Shining, c'était pas si mal, mais par rapport au bouquin, meilleur le bouquin. C'est comme The Mist. The Mist qui est pas si mal non plus. Le film est très intéressant parce qu'il apporte beaucoup de réponses qui sont pas dans le bouquin. Ouais, tout à fait. La question du portail dimensionnel, des militaires, machin, mais bon, c'était pas. Plutôt Mary Jane, quoi. Et on a Carrie aussi, bien sûr, le cas de Carrie, mais là c'est de la cryomancie, c'est de la pyromancie encore une fois, donc c'est magie. Bon là c'est carrément même de la magie diabolique. Donc c'est Mancy, c'est qui contrôle en fait. Mancy, c'est magie. D'accord. C'est magique. Ok. C'est pas scientifique. Alors Mancy, le terme Mancy exactement, la définition c'est, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie, j'ai oublié, mais l'idée c'est magique, mais c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. On va checker. Ensuite, donc voilà, donc je pense qu'on a compris un peu l'idée de la télékinésie. Voilà, il y a plein de formes, donc je pense que je propose un petit jeu. Je vais vous donner quelques noms de héros plus ou moins connus. Vous allez me dire quel type de télékinésie ils font. Donc Tornade des X-Men, Tante Aurora, la belle blonde hawaïenne aux cheveux blancs. Météokinésie. Alors c'est de l'aérokinésie. L'aérokinésie. En fait. Elle manipule le vent. C'est vrai que c'est que les trucs qui ont rapport avec l'air. Tout à fait, ça n'est que l'air. C'est que elle peut changer la pression de l'air, etc. Bien qu'elle est capable d'en utiliser. Tomber de la pluie, oui, mais pour faire tomber de la pluie, il suffit. Mais bizarrement, il y a quand même des versions où elle contrôle les éclairs quand même. Elle peut les générer, mais il y a des versions où elle les contrôle aussi. Alors en fait, c'est par le contrôle du vent. Elle a un contrôle du vent tellement parfait qu'elle peut pousser les nuages exactement dans la direction où elle veut pour faire que la percussion qui crée l'éclair tombe là où elle le désire. D'ailleurs, Ororo, du coup, qui vient d'une tribu africaine animiste, où elle était considérée comme une déesse par son peuple parce qu'elle était capable de faire pleuvoir les moussons, etc. Machin. Tout à fait. Electro, le méchant de Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, c'est ça. Électrokinésie. C'est de l'électrokinésie, bien évidemment. C'était dur. C'était super dur. D'autres idées de personnages qui en sont capables? Je pensais au jeu vidéo Street Fighter. Oui. Qui donc? On voit des Ryu qui envoie des boules de feu. Non, c'est du ki. C'est du ki, ouais. C'est autre chose. C'est du plasma chi, en fait. Techniquement, c'est de la magie spirituelle. Ouais. C'est du kung-fu, quoi. C'est comme des BZ. J'en profite pour donner la petite définition, non pas de Wikipédia, parce que c'est pas non plus... c'est caca Wikipédia. Mais plutôt du Larousse. Désolé. C'est toujours mieux. Non, mais c'est très bien. Alors, divination obtenue par quelque procédé que ce soit. Bon, c'est peut-être un peu court, c'est peut-être un peu, mais bon. Pour la définition du terme Mancy, donc. Ouais. Mancy. Oui, parce qu'eux, ils partent du principe ésotérique. C'est magie, plus ou moins. Réaliste, en fait, donc tout ce qui est chiromancie, etc. machin, lecture des cartes et machin. Parce qu'en fait, tu peux t'amuser à parler de magie blanche, magie noire, etc. Bien sûr. C'est ça.
Alors on peut aussi parler justement Tornade selon les versions est capable ou non d'électrokinésie et peut effectivement dans certaines versions contrôler des éclairs mais pas dans toutes. Nous avons Raiden dans Mortal Kombat qui est le dieu de la foudre donc c'est un peu la base, c'est un peu son boulot. Christophe, magnifique. National Christophe. Et les seigneurs Sith. Oui, j'allais justement dire, j'ai justement parlé des Sith juste après avant que tu dises ça. Et effectivement, les seigneurs Sith sont capables de contrôler des éclairs par la force. Bien que ce soit, encore une fois... Mais c'est des éclairs de force. Mais la force, c'est particulier parce que la force, c'est un peu de la magie quand même. Oh non, il y a les midi-chloriens, ça a été expliqué, c'est scientifique. Attends, c'est de la magie scientifique. Jar Jar l'a dit. C'est quand même un peu de la magie, quoi. Donc bon, c'est tendancieux, mais on l'accepte quand même. Sinon, tu as Magneto, mais qui lui ne contrôle pas l'électricité, mais contrôle les champs magnétiques. Justement, j'allais y venir. Alors, comment ça s'appelle ? La magnétokinésie. Très bien. Bravo. Félicitations. Tu auras le droit à une bière supplémentaire à la fin. Je vais mettre un petit jingle. Mais pas trop quand même. Alors, il n'y a pas de nombre de cas. C'est assez peu utilisé parce qu'il y a quelques personnages qui font de la magnétokinésie, mais c'est en réalité par électrokinésie. C'est un peu lié, bien sûr, mais c'est quand même différent. L'électrokinésie, on peut projeter des éclairs, la magnétokinésie, on ne le fera pas. Cependant, en étant électrokinétique, on peut atteindre la magnétokinésie. T'as une des filles de Magneto qui peut être capable de lancer des éclairs, mais au bout d'un moment perd cette capacité, et cette capacité se transforme à tel point qu'en fait sa magnétokinésie lui permet pas de plier le métal à sa volonté ou de le faire se soulever comme Magneto. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut toucher un métal, le rendre liquide et le recouvrir sur son corps pour en faire une armure. Oui, effectivement. Ouais. Dans les Gremlins, il y en a un qui se transforme en éclair à un moment donné, je crois. Tout à fait. Et qui se fait enfermer dans le répondeur. Il se fait mettre en attente dans le répondeur. Exactement. L'idée de génie. Il y avait ça dans Mutant X. T'en avais un qui était électrokinétique en fait, et les éclairs sortaient de ses mains. D'accord. Et il était capable de se propulser avec ses mains pour s'envoler. D'ailleurs, l'excellent jeu Infamous. L'excellent jeu Infamous qui est un super-héros électrique incroyable. Effectivement, c'est un super-héros qui est électromagnétique et magnétique. D'ailleurs, qui peut générer du plasma avec l'électricité d'ailleurs. Ouais. On a Polaris qui est un personnage des X-Men. J'avoue ne pas connaître plus que ça. Je suis tombé sur le nom. En même temps, les X-Men, il y en a un peu 750 000 quoi. Ouais, un truc dans le genre. Tu regardes un comics d'un mois à un autre, c'est déjà plus les mêmes équipes, tu comprends plus rien, il y en a un qui est mort, il y en a un qui déprime, tu sais même plus qui couche avec qui, parce que attention, les X-Men, vous voyez très certainement plus les films en mode c'est une petite école de jeunes. Je peux vous dire que dans les comics, c'est quand même la grosse partouze quoi. Alors, et on a aussi le personnage de Virgil dans l'excellente série Static Shock. C'est vrai, Static Shock. Qui d'ailleurs n'a jamais eu de comics, n'en a toujours pas. C'est l'un des rares personnages d'ici qui n'existe qu'à la télé. Et d'ailleurs, ils ont fait une copie de ça. Le Marvel a fait une copie. Oui. Ils ont fait une copie qu'ils ont appelée X-Static. C'est sorti en 2003 et c'était à but de conquérir un public plus jeune. Et en gros, c'était Static Shock, sauf que le gars ne contrôlait que sa planche de skate. Et en fait, il pouvait voler, faire des figures de ouf avec sa planche de skate. Et il pouvait discuter intellectuellement, mentalement avec sa planche de skate qui était intelligente et qui avait elle-même des super pouvoirs. D'accord. C'était très bizarre, mais bon, c'était pour un public jeune, quoi. Moi, excuse-moi, non, vas-y. j'ai un souvenir aussi de manga. Enfin, je sais pas si c'est un manga. Lamu. Ah, Lamu, qu'est-ce qu'elle est Lamu. Ah oui, ça a été. C'était une petite nana en électricité, en bikini. Non, pas bikini. Non, elle avait une tenue complète. Ça dépendait quand. Des fois, elle était un peu à poil. Tu l'as peut-être vu à des heures auxquelles j'étais déjà couché. Moi, j'ai vu la version elle avait quand même une tenue qui était tigrée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bikini tigré, ouais. Ok, bikini, pour moi je vois deux parties, mais bon après on n'a peut-être pas la même définition du bikini et on peut en parler après. Hein. Regarde sur ton téléphone, tu verras que c'est un bikini. Alors bikini, fallait pas dire que j'avais un téléphone. Bi de duo. Kini de... Kini. Alors tiré du grec. Non, je pense que Kini, à mon avis... Marché par frottement, il me semble. À mon avis, Kini, ça doit venir de skinny. En anglais. Ça doit être un mot d'argot qui vient de skinny, qui veut dire peau. J'en sais fichtrement rien. Ça semblerait logique. Ça marche. Ça marche. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous savez l'origine étymologique de bikini. Tout à fait. Alors, les îles. Ensuite. C'est raciste. Alors ensuite, Poison Ivy. Ah, Poison Ivy.
J'aime les rousses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Alors, il y a un piège, il y a 2 noms. Elle fait de la ganja kinésie. Presque. Du THC kinésie. Ça aurait été bien. De la marijuana kinésie. Ça. Du spliff kinésie. Allez, un peu plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle fait du coup ? De la végétokinésie. Plus grec. De la photosyntésokinésie. Tu te rapproches un peu. Photokinésie. Alors, Foliokinésie. Elle fait de la phytokinésie. Phytokinésie. Ou qu'on appelle également chlorokinésie. Bien que chlorokinésie supposerait qu'elle n'utiliserait que le verre. Alors que la phytokinésie fait qu'elle utilise toutes les plantes. J'ai jamais compris pourquoi elle était rouge. C'est peut-être le côté plante carnivore avec l'image. Pourquoi elle est rouge ? Oui, non, c'est le côté fleur tout simplement. Parce qu'une fleur, plus elle est belle, plus elle attire d'insectes. Sa petite fleur. Sa petite fleur. Sa petite fleur. Ouais, elle était une petite fleur, ouais. Ouais, Donc là, on est en train de vérifier en live que c'est bien un bikini que portait le personnage. Tout à fait. Et on peut dire qu'elle a un décolleté d'enfer. Donc Todd avait raison, ça se devait jouer. Normalement, il fallait parier sur ce coup-là. D'ailleurs, il y a une cosplayeuse dans les images qui vient de me montrer. Il faudra que je retrouve cette cosplay. Parce que moi, perso, je suis un grand fan de cosplay et le cosplay est vraiment sympa, quoi. T'es quand même à fond dedans parce que je suis quand même beaucoup plus vieux que toi. Donc j'aurais dû avoir des souvenirs beaucoup plus. En fait, si tu veux, mon souci c'est que je suis né en 1990, mais mon frère est né en 1980, ce qui fait que j'ai grandi dans les années 80 aussi, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'esquiver, tu vois, cette période, parce que je connais. Et donc, alors, Max. ensuite, Cyclope des X-Men. Que fait-il ? C'est pas du laser. C'est le mec qui crache des lasers par ses yeux, je vous le rappelle, et qui rase des gares entières. C'est pas exactement du laser. C'est une forme de plasma, mais c'est un peu plus complexe. Cyclope, c'est pas très clair en fait. Eh ben en fait non, c'est bien du laser. C'est du laser. Il fait de la photokinésie. Photokinésie. Il contrôle la lumière. Voilà, mais dans son cas, il ne peut que la projeter sans contrôle. Bah, il devrait bosser pour Kodak. Kodak. Pourri, hein. Techniquement, c'est quand même un pouvoir Kodak. De merde. Ça existe plus Kodak. Bah, les usines qui fabriquaient les pellicules ont fermé. Mais bien sûr que si, ça a été, il y a eu un rachat par plusieurs boîtes. Non, mais ils font encore certains produits, mais il y a certaines, enfin pour les pellicules en tout cas, ils produisent plus de pellicules. Bon, bah il ira bosser pour Nikon et on fait pas chier. Pour les films, tu parles. Oui. Non, mais il y a Panasonic, plusieurs réalisateurs qui se sont mis en fait, ils ont fait une association en fait pour que ce soit financé et que ça garde, que ça reste en fait. Donc ça a été financé il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a Tarantino aussi qui a parlé pour, etc. T'es en train de piquer la place du banquier là. Exactement. Allez, vas-y. Alors, on a aussi le cas du laser vivant, qui est un ennemi d'Iron Man. C'est un scientifique le laser, qui bossait dans le laser et qui s'est pris un laser dans la gueule et du coup c'est devenu un laser. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, dans la version récente, c'est un adolescent qui se retrouve là par hasard et qui se transforme en laser et qui, comme c'est un adolescent, il devient psychotique. Bien évidemment, parce que c'est bien connu, comme on joue trop à des jeux vidéo, on devient psychotique dès qu'il nous arrive un truc bizarre. Bah ouais, non mais je suis désolé, la violence dans les jeux vidéo c'est une connerie, je veux dire, comme les histoires, les mecs qui massacrent des gens en jouant un Call of, je veux dire. Mais d'ailleurs c'est bien connu, Hitler avait une Game Boy. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme la religion. Oui, voilà. C'est comme la religion. C'est marrant. Hein, si t'es pacifique, t'es pacifique. Si t'es enclin à la violence, ben voilà. Non mais je veux dire, moi par exemple, tu vois, c'est une question d'influençabilité. Si tu me prends moi par exemple, tu vois, j'ai lu des comics toute mon enfance, je me déguise pas en super-héros. Ah si. Pardon. Si quand même. Il y a pas plus sérieusement, il y a plein d'études psychologiques qui démontrent que les jeux vidéo améliorent des capacités, que ce soit l'orientation ou les capacités. Tout à fait. Donc on a quand même pas mal d'études là-dessus qui ont été faites. Ça améliore l'orientation, il y a plein de les films réflexes. qui parlent de ça, de l'utilisation de gamins qui jouent aux jeux vidéo à des fins militaires justement. Faudra qu'on invite Kali pour parler justement de la psychologie du jeu vidéo. Faudra parler de Wargame alors. Hein. Oui, il faudra parler de Wargame qui est exactement dans le sujet. Parce que où t'as l'épisode de Stargate où ils entraînent des gars à utiliser des jeux vidéo pour piloter des drones. Quoi. Mais même pour recruter, l'armée américaine fait jouer des gens. Ouais. Et d'ailleurs, l'armée américaine a son jeu vidéo officiel qui est un genre de Call of. Ouais. Et c'est un jeu officiel où t'apprends c'est American Army quelque chose. Où t'apprends les manœuvres, les méthodes et t'apprends le langage comme ça, quoi. C'est des trucs de simulation. Ils vendent ça aux jeunes comme ça. On va revenir au sujet, oui. Mais, sérieusement, ils vendent ça aux jeunes en disant que c'est comme dans les jeux vidéo, que ça se passe exactement pareil. Et de toute manière, à la sortie de Top Gun, le Top Gun ça a été financé par l'armée américaine et c'était une œuvre de propagande. Et au moment de la sortie de Top Gun, à la sortie des cinémas, il y avait des bus de recrutement de l'armée américaine. Et ils étaient tous remplis à ras. Ils étaient tous remplis à ras parce que il y avait pas assez de place. Parce que tous les mecs voulaient devenir Maverick et se taper la blonde, quoi. Tu vois. Et finalement, ils ont tous fini scribouillard. Hein, Bon, donc pour continuer sur la photokinésie, puisque tu es là, Todd,
Quel hasard, dis donc. Oh, mais dis donc. Mais dis donc, t'es là, toi. On va parler d'un sujet que je te connais extrêmement cher. Green Lantern. Green Lantern. Green Lantern, justement, j'allais en parler après. J'allais parler du vol. J'ai cherché. Oui. Et Green Lantern, il n'y a aucune expression claire de ce qu'est son pouvoir. Il n'a pas de nom. Green Lantern. Alors moi, je l'ai mis dans la photokinésie parce que ça me paraissait logique. Alors, Green Lantern. En fait, Green Lantern, son anneau est un extrapolateur psychologique. Voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que son anneau retransmet la totalité de ses pensées et de ce qu'il veut en fonction de ce qu'il pense. Bon, là, pour Green Lantern, effectivement, c'est le spectre vert, mais c'est le cas avec tous les autres spectres. C'est pour ça, d'ailleurs, que Green Lantern ne vole pas. C'est son anneau qui le fait voler, puis c'est pour ça que son anneau l'entoure d'un halo vert, parce qu'en fait, son anneau le porte, le soulève. C'est pour ça que Green Lantern peut communiquer avec d'autres anneaux, analyser des choses, etc. Dès qu'il veut quelque chose, si l'anneau en est capable, ça se réalise. C'est aussi simple que ça. Donc c'est bien de la télékinésie. C'est au-delà de la télékinésie, puisqu'en fait, c'est un hologramme tangible. C'est de la photokinésie. C'est de la photokinésie tangible. C'est bien ça. Ah, c'est ça. D'accord, donc je suis bon. J'avais raison, je suis bon, je suis content. Tu en as fini avec ton petit test, qu'on passe à la suite. J'en ai juste... T'en as un petit dernier? Vas-y. Bon, je passe en vitesse. Je cours sur les derniers. Vas-y. Donc, on peut citer l'homme sable qui lui fait de la géokinésie, le contrôle du sol. Il y a aussi Avalanche des X-Men d'ailleurs qui est capable de déclencher des séismes. Stoneman est un homme pierre aussi, et il y a le gars dans les Freshmen, le Mormon. Oui, mais Stoneman n'est qu'une pierre, il ne peut pas la contrôler. Qui lui secoue son ventre pour créer des séismes aussi. Ouais. Rien à voir avec les plantes. Donc du coup, non, non, c'était à Poison Ivy ça. T'as pris un peu de retard là. Hiro Nakamura dans Heroes. Ah, Hiro Nakamura. Eh ben, il fait de la chronokinésie qui est une forme à part de voyage dans le temps. C'est pas du voyage dans le temps, il contrôle les atomes de temps. Et bon, là c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est que lui qui accélère ou qui ralentit son propre temps. Voilà, c'est-à-dire que le temps ne bouge pas, c'est lui qui bouge dans le temps. Vraiment. C'est subtil, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas autrement et plus merde. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une série dans les années 90 au début où une petite fille arrêtait le temps en rejoignant ses deux index. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, ça me dit rien. Donc elle arrêtait vraiment. Donc si elle se retrouvait dans une situation d'échec ou un peu, elle se sentait un peu mal, elle arrêtait le temps et c'était indéfini. Et elle pouvait toucher les gens et rien qu'au contact de les toucher, les gens pouvaient revenir dans le temps réel. T'avais Sauvé par le Gong aussi. C'était encore avant. C'était encore avant et qui pouvait justement stopper le temps. Ça va peut-être me revenir d'ici là. Pour le détail d'ailleurs, arrêter le temps, c'est un terme absurde parce que arrêter le temps, techniquement, si on arrête le temps, les atomes explosent, l'univers disparaît. Mais de toute manière, le temps est une notion entièrement humaine et tu ne peux pas arrêter le temps parce que arrêter quelque chose qui n'est pas en mouvement, qui n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, et donc arrêter le temps, ça implique d'arrêter le mouvement. Arrêter le mouvement, c'est arrêter les atomes s'arrêtent, ils explosent. Donc plus d'univers. Quel terme alors il faudrait utiliser pour être proche de la vérité? C'est du ralentissement extrême. Et puis, on ne peut pas arrêter. Et puis c'est très compliqué parce que même ralentissement, tu vois, c'est une notion de temporalité quand même. Et à partir du moment où tu inclus le fait que la temporalité n'existe pas, puisqu'il n'y a que nous qui voyons le temps de façon linéaire, du coup ça ne fonctionne plus. Donc en fait la totalité de ce qui existe dans le temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas le définir nous-mêmes, parce que nous avons une vision linéaire. Et donc quand tu nous demandes quel terme pourrait correspondre, en fait il n'y en a aucun qu'on est capable de dire. Tu pourrais l'utiliser par des calculs, mais va-t'en expliquer le calcul, on n'a pas que ça à foutre quoi. On est à la bière là monsieur depuis tout à l'heure, on n'est pas au niveau là. Je continue, je termine ma petite liste rapide. L'aquakinésie, le contrôle de l'eau. Aquaman, Aquaquack, Léviator. Aquaman ne contrôle pas vraiment l'eau en fait. Non, mais il peut se mouvoir dans l'eau à volonté et il contrôle la totalité des animaux aquatiques. Mais il peut pas déclencher un raz-de-marée ou un truc comme ça. Ça dépend des versions encore une fois. Ça dépend des versions. Ça dépend c'est vrai. Nous avons l'umbrakinésie. Alors ça c'est un terme génial parce qu'il n'y a aucune info nulle part. Hein. Donc je me suis un peu cassé les noix pour le trouver. C'est le contrôle des ombres. Bah c'est Night Shadow. Non, pas tout à fait. C'est Shikimaru dans Naruto. C'est la création d'ombre, voire la capacité de se fondre en ombre. Bah t'as Shikimaru dans Naruto qui fait ça, qui contrôle les ombres avec son chi. Et Night Shadow fait ça. Ouais.
Mais il n'y a pas des masses de... Raven le fait un petit peu. Raven le fait aussi, ouais. Mais elle le fait par Umbramancy, du coup. Voilà, c'est compliqué là. Ouais, ça devient complexe. Et un petit dernier, on a l'aérokinésie, qui est le contrôle du sang. Mais ça sert à rien parce qu'on peut le faire avec l'aquakinésie. Eh bien, merci Maximilien. Et donc, on va enchaîner tout de suite. Adrien, oui, tu as un petit commentaire? Non, j'étais retombé sur le titre de la série, ça s'appelait Loin de ce monde en français et Out of this world et en japonais en américain, et c'était sorti en 87 aux États-Unis et ça a dû sortir 2-3 ans. Ok. Eh bien moi je vais vous parler un petit peu du vol. Ça va être très rapide, puisque pourquoi le vol? En fait, qu'est-ce que c'est le vol? Le vol, dans toutes ses formes, dans toutes ses versions, c'est l'expiation exacte du super-héros en tant que tel. Qu'est-ce qu'un super-héros? Un super-héros, c'est quelqu'un qui est super. Donc c'est un héros déjà. Donc un héros, on sait tous ce que c'est. Il y a des héros de la guerre, etc. Machin. Un super-héros, c'est quelque chose d'encore plus. Tu vois, c'est super. Et c'est le problème des super-héros, c'est que c'est toujours encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est apparu à une période où on avait besoin de surhommes, tu vois, où on était tous massacrés à la pelle avant la Seconde Guerre mondiale. C'était la merde, etc. Le monde était vraiment dans le caca. Et on a été obligé de glorifier des surhommes. Qui partaient souvent d'origine humaine, mais qui d'un seul coup devenaient surhommes. Pourquoi j'ai choisi je dirais plutôt qu'on a eu besoin de glorifier des surhommes qui ne soient pas divins. C'est la propagande aussi, quelque part. Exactement, exactement. Et alors, plutôt que justement de partir sur un côté divin, etc., comme le disait Max, pour le niveau de la propagande, parce que ça ne fonctionnait pas, et ben qu'est-ce qu'on crée? On crée des nouveaux dieux. Et le vol, c'est l'image exacte de ça. T'as des trucs qui sont très obvious dans le côté religieux, etc. Tu prends Archangel dans les X-Men, par exemple, qui est un ange. Donc le mec, il a des ailes, etc. Il vole, des grandes ailes blanches, il est blond, yeux bleus, grand baraque. Warren Worthington de son gentil nom. Si on revient à la Grèce antique, d'ailleurs, les augures, donc les oiseaux qui volent dans le ciel, étaient un symbole en fait de la communication divine. Exactement. Mais le vol dans son terme général, quelle que soit sa version, que ce soit comme Superman par exemple, où c'est un tour de force, en fait c'est Superman qui projette ses bras en avant pour le faire voler, que ce soit Green Lantern où c'est un halo de lumière qui l'entoure, que ce soit Static Shock qui se sert d'une plaque d'égout comme surf magnétique, et que ce soit Magneto qui se sert lui-même des champs électromagnétiques pour l'éviter, que ce soit les moines Shaolin qui l'évitent en méditation, ou quelles que soient les versions qu'on peut trouver, les ailes, machin, bidule, on reviendra toujours à un seul et même principe, c'est le dépassement de la condition d'humain. Un humain, c'est quelque chose qui marche sur la Terre, que tu sois en bagnole, que tu sois en moto, en scooter, en skateboard, en roller, tu seras toujours terre à terre. Si tu veux voler, tu vas avoir besoin d'une machine que tu ne contrôleras pas forcément et qui sera très compliquée à contrôler, il faudra des années d'études pour le faire. Eh bien le super-héros, l'image du vol dans le super-héros, c'est le dépassement de ça, c'est l'image ultime de la divination du super-héros. Parce qu'à partir du moment où tu commences à voler, tu dépasses les humains. Et à ce moment-là, tu deviens un phare dans la nuit. On connaît tous le... Qu'est-ce que c'est? C'est un avion? C'est un oiseau? Mais non, c'est Superman. C'est super bizarre ce truc. C'est super bizarre. Donc ça, c'est Star Wars, mais... Échec. Et... Ah, l'échec. J'avoue que celui-là, bon, on se rend compte, ça mérite un bâton. Tu veux Superman? Oui, d'accord. Oui, non, j'avoue, chez moi. Et Superman, c'est le meilleur exemple de ça. Alors, il y en a plein. Il y a Hawkman, Hawkgirl, les Green Lantern, machin. Et énormément de super-héros savent voler. Pour Iron Man, c'est un petit peu spécial parce que bon, c'est technique. D'ailleurs, c'est mécanique. Thor, c'est que son marteau qui le fait voler. Thor, c'est que son marteau qui le fait voler, effectivement. D'ailleurs, il vole pas. Il se projette. Exactement comme Superman, en fait. Et Kleptoman, alors? Kleptoman, il habite en bas de mon immeuble. Il peut te vendre une mobilette, ça te dit. Et donc c'est pour ça que le vol en fait définit le super-héros. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Batman est tellement populaire que ça. Parce que finalement c'est un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir et qui même au niveau du vol ne vole pas. Il aurait pu. Tu vois Iron Man sait voler avec ses moon boots de l'enfer. Atom c'est pareil, il a une combi qui lui permet de voler. Il y en a plein qui leur permettent de voler. Mais Batman lui, il aurait pu s'inventer un truc qui lui permette de voler. Il le fait pas. Il préfère planer. Parce que Batman, faut pas oublier que Batman... Comme nous tous. Planer, c'est cool. Hein. Parce que Batman, faut pas oublier que Batman, c'est le super-héros de la rue. C'est le super-héros qui est proche du peuple. Il aide les gens, tu vois. Il se met pas... Et d'ailleurs, il y a tout le temps ce duel entre Superman et Batman où Batman explique à Superman, oui, non, mais de toute façon, toi, t'es trop haut dans le ciel, tu vois pas la souffrance des gens, alors que moi, je reste terre à terre et les poings dans la gueule, c'est moi qui me les prends, tu vois. Et t'as tous ce débat-là. Je suis moyennement d'accord avec toi, parce qu'il vient quand même d'une famille assez aisée.
Oui, mais il a fait le choix d'aider les gens quand même. Oui, mais et de se plonger dans la crasse. Et pendant quasiment 10 ans, il est parti de chez lui et il s'est plongé dans la crasse, la pure, la vraie. D'accord. Par rapport à cette période de sa vie, ok. Mais sinon, il est quand même un petit peu en retrait, quoi, par rapport à toute cette richesse qu'il a. On le voit dans une grande tour, gérer ses entreprises, tout ça. Mais ça fait partie du personnage. Il se doit, à mon avis, de se mettre en tant que paria pour justement ne pas être atteignable. C'est une posture. Ouais, c'est une posture, c'est une forme d'inaccessibilité. Parce que comme lui, justement, n'a pas cette capacité de voler, n'a pas cette capacité de s'affirmer visuellement en tant que surhumain, c'est pour ça qu'il fait le choix de la peur, de l'ombre, de quelque chose d'encore plus primaire en fait que le simple vol, quelque chose d'encore plus primaire que le... Qu'est-ce qui est plus primaire que le divin? Qu'est-ce qui vient du divin? C'est la peur. La peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de l'évolution. C'est ce qui a créé toutes les formes de divinité existantes. Mais Batman, plutôt que d'incarner une forme de divinité, décide d'incarner la peur elle-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des super-héros les plus intelligents de tous. Parce qu'il fait de sa faiblesse une force. Non, mais on évoque aussi l'idée qu'un super-héros, en fait, il a les méchants qui sont adaptés à ce que lui fait, en fait. Du coup, Batman, il fait exprès justement de rester, comme tu dis, à terre, justement, pour garder ce type de méchant dans cette ville. Sinon, il va ramener d'autres méchants, comme Superman, il en ramène, impossible à combattre, quoi. Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est vrai que les premières fois où apparaît l'avion de Batman, c'est là qu'apparaît l'épouvantail et qui commence à se promener à bord de son biplan, quoi. C'est ça. Alors moi du coup, voilà, maintenant qu'on a un petit peu parlé du vol, etc., avec le vol, on a un petit peu défini ce que c'était, on a défini plusieurs super pouvoirs, j'aimerais vous parler des super-héros à travers l'histoire, qui sont les super-héros les plus bizarres et les plus what the fuck de l'histoire des comics. Il y en a qui n'ont pas été bien servis. Alors il y en a qui ont quand même pas eu beaucoup de chance, et donc je vais vous faire un petit listing des super-héros de cette époque-là. Alors, si je vous dis Color Kid, d'après vous, j'ai déjà entendu le nom. Mais... qu'est-ce qu'il est capable de faire ce jeune homme? C'est un enfant qui change de couleur. La chromatomancie. La peinture. Il change la couleur des objets et des gens. C'est de la chromantomancie. C'est de la chromantomancie. Alors, ça peut paraître complètement useless et clairement ça l'est. On peut enrayer le racisme. Hein. Quand même. Mais il doit faire des super dessins du coup. Oh là là. Mais cependant, il a une petite utilité, puisque vous savez tous, dans l'univers Superman, Supergirl et Superboy, les Kryptoniens sont sujets à la kryptonite, qui est capable de les défoncer en fait. La kryptonite verte les tue, la kryptonite rouge les rend fous, la kryptonite blanche annule leur pouvoir, la kryptonite noire, je sais plus, les possède. Voilà. Et bien lui en fait, il lui est arrivé que son pouvoir lui a permis de changer une fois la couleur d'un nuage de kryptonite. Et c'est ainsi qu'il a sauvé Superboy et Supergirl. Donc comme quoi, il est pas si utile que ça, le garçon. Ensuite, on a un de mes petits préférés, qui est Armful of Boy. Il peut laisser tomber ses bras par terre. Non, ça c'était l'autre de tout à l'heure. Il peut détacher ses bras, effectivement. C'est un super-héros du XXe siècle. Et donc en fait, il se sert de ça en détachant l'un de ses bras avec l'autre et en s'en servant comme massue. Super. T'as pas intérêt à le péter dans l'opération quand même. C'était dans des hôpitaux psychiatriques t'as tiré ça, non, c'est des vrais comics qui existent. Tu me fais penser à une scène de Mon oncle Charlie, à un moment donné, dans un de ses rêves. En fait, il est énervé contre son frère, il lui arrache le bras, il tape avec. C'est un peu ça. Ensuite, nous avons Dr. Bong. Alors, on a tous pensé à la même chose. Quand il est défoncé. Eat from the bong. En fait, le Dr. Bong... à Rocard, mais bon. Alors, le Dr. Bong, c'est un docteur qui a c'est un super-héros qui a une cloche sur la tête et un battant à la place du poing, comme sur une porte. Et en fait, il peut produire des vibrations qui lui permettent de tuer ou de détruire des objets. Et il peut se téléporter, mais il y a un bémol, il sait pas où. Il peut se téléporter, mais aléatoirement. Ça pue la merde. Ce qui fait qu'il est très vite battu en fait dès le départ. Pourtant c'est un super-héros qui est très intelligent de base, mais très très vite il se fait battre au début du combat et quand il se téléporte, il se retrouve souvent en plein milieu de la panade. Mais pourquoi Bong? Parce que je croyais qu'on se disait un gong. En fait il sait pas où il se téléporte parce qu'il est défoncé à H24. On revient bouddhiste. Ensuite vous avez Invisible Boy, qui vient des Mystery Men, qui est un film de 1999. Il est invisible. Il devient invisible, mais uniquement lorsque personne ne regarde.
Ça, c'est vraiment pour avoir. Alors, si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Ça s'appelle Mystery Men. C'est absolument excellent. C'est un nanar ou c'est une parodie. Attends, quand tu dis c'est une parodie intelligente. Non, personne regarde de manière directe ou indirecte. Parce que si c'est les caméras, c'est cool. Il peut passer. Non, c'est de manière directe. D'accord. Donc les caméras, c'est cool pour lui. Donc les caméras, c'est cool. C'est à ça que ça sert dans le film, justement. C'est à ça que ça sert. C'est qu'ils disent merde, il y a une caméra qui va déclencher le laser, on peut pas passer, et tout le monde dit et lui il y va quoi. Et lui dit retournez-vous, je me fous à poil quoi, mais faut que personne me regarde. Ouais, mais si à ce moment-là le garde est en train de regarder les écrans, il est justement, c'est direct, on s'en fout. C'est que direct. D'accord. Et justement, tout le principe, c'est de savoir, le mec depuis le début, il dit qu'il est invisible, mais que quand on le regarde pas, et seulement il y a tout le temps quelqu'un qui le regarde. Ce qui fait qu'on sait pas s'il a vraiment ce pouvoir-là. C'est deux films. Mais s'il prend une photo. Mais de toute façon, la totalité des super-héros de ce film sont comme ça. T'as la boule dont la tête du père est un champion de bowling, elle l'a intégrée dans sa boule de bowling, elle peut la lancer sur les ennemis. Tu as la pelle qui a un très bon coup de pelle. J'ai un bon coup de pelle. On parlait de ça la dernière fois, le mec qui serait capable de voler les objets, donc les téléporter vers lui, mais que les objets gratuits. Que ce qui lui appartient. Tu as Monsieur Furieux, donc qui est joué par Ben Stiller dans l'histoire, qui dès qu'il devient furieux, il obtient une super force. Ce qui reste à démontrer. Et c'est que des trucs comme ça. Donc moi je vous conseille vraiment de regarder. C'est la comédie aussi là que t'es en train de. C'est clairement une parodie. Je vous conseille vraiment de regarder ce film. Ça s'appelle Mystery Men. C'est très très drôle. Mais le complot derrière est intéressant d'ailleurs. Encore un de mes petits préférés, Doorman. La porte. Il ouvre une porte vers un autre monde. Vers derrière lui. L'homme porte qui peut téléporter des gens ou des objets, mais uniquement dans la pièce d'à côté s'il est adossé au mur. En fait, le gars peut se mettre contre un mur et se transformer en porte. Ça peut être vachement pratique pour s'infiltrer dans une base, n'empêche. Alors, je pense qu'ils se sont rendus compte que le super-héros était vraiment moisi, puisque plus tard, ils lui ont donné d'autres pouvoirs, comme par exemple la possibilité de se rendre intangible ou accompagner l'âme des morts dans l'au-delà, mais c'était déjà trop tard. Ensuite, nous avons Matter Eater Lad. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut l'avoir en anglais? Est-ce qu'on peut l'avoir en anglais? Matter Eater Lad. Matter Eater Lad, c'est un super-héros qui est très spécial parce qu'il a la capacité d'avaler et de digérer n'importe quoi. Oui, ce qui fait que c'est un super-héros que tu ne peux pas enfermer en fait, parce qu'il va bouffer sa prison. Ouais, et c'est cool. Et il bouffe de tout, il bouffe des outils, machin. Mais il digère bien. Pas mal, ça. Il a pas de problème de transit. Non, il digère tout sans problème. Ça me rappelle un peu Sport Billy. Ensuite, tu as Écureuillette ou Squirrel Girl. Une meuf qui change en c'est plus classe en anglais quand même. Qui est Squirrel Girl. Effectivement, qui a la capacité de communiquer avec un écureuil, qui a la capacité d'un écureuil donc. Et de bouffer des Mais moi, je parle couramment l'écureuil. Squeaky. Attention pour ceux qui se fichent d'écureuillettes. Elle a quand même battu Deadpool, Fatalis, Wolverine et même Thanos. Ah ouais, badass quoi. Quand même quoi. Thanos. Ouais, elle a battu Thanos. Pour un petit écureuil, c'est pas mal quand même. Pour un écureuil, ouais, franchement ça pète. Mais les écureuils, c'est vicelard. Hein. Il lui avait donné une assurance ou je sais pas comment. Durant un de ses combats, elle a demandé à des écureuils de trouver un maximum d'ordures pour les déposer tout autour d'une zone de combat entre la chose et Bibette. Et Bibette a été obligée de se boucher le nez tellement s'appuyer, ce qui fait que la chose a pu gagner. Comme quoi, ça peut toujours être utile. Enfin, je veux dire, trouver des ordures sur Terre, c'est pas difficile. Hein. Déjà, en regardant dans le studio, j'en vois au moins 3. Oh, la violence. C'est parce qu'on se connaît pas. Ah, c'est pour ça, ouais. Non, mais je pensais pas à toi. Toi, je te connais pas, donc. Justement. Coup, Ensuite, tu as notre cher ami Flatman. Peut devenir flatulence, là. Ou Flat, il y a un appartement, c'est l'homme qui vend des appartements. Toutes ces blagues tombent à plat. C'est Maximilien qui a raison, il est plat. C'est un super-héros entièrement en 2D qui a grosso modo, qui a grosso modo les mêmes pouvoirs que Reed Richards des 4 Fantastiques, donc Monsieur Fantastique. Sauf que il peut pas aller aussi loin et il est pas aussi intelligent et il est en 2D. C'est très con. Donc c'est quand même un gros pouvoir de merde. Le mec, c'est un tag en fait. C'est Link into the Past quoi. Non, c'est Between Worlds. Between Worlds, ouais, c'est Between Worlds. Ensuite, tu as Maggot. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Maggot a une particularité un petit peu spéciale. C'est un super-héros qui nous vient d'Afrique du Sud. Maggot a un système digestif extrêmement sensible. Ce qui fait qu'il est obligé de porter 2 robots sur ses épaules qui ingèrent les nutriments à sa place et les digèrent pour lui.
Ceci dit, ça lui donne quand même une force et une endurance surhumaine et il est capable de lire dans le passé. C'est pas dégueu, mais c'est vrai que c'est chiant pour le régime. Ensuite, tu as un des plus bizarres que j'ai trouvé. Je cherche encore à comprendre si c'est une connerie ou si c'est sérieux. J'ai toujours pas... C'est un super-héros qui a été créé par Garth Ennis et John McCrea. Donc ça m'étonnerait pas, connaissant Garth Ennis, que ce soit une grosse connerie. C'est Dog Welder. Dog Welder, il terrorise les super-vilains en leur montrant et en leur soudant un chien mort sur le visage. Quoi ? C'est infect. Je vais vomir dans 2 minutes. Dog Welder, en fait, il a un masque de soudeur et il vit dans une ruelle toute pourrie, toute malfamée, où il attrape des animaux errants un peu miteux, un peu moisis. Et il chope les super vilains, il leur colle le truc sur la tronche et il leur soude sur la tronche. Bon alors, il a disparu au bout de quelques années, tué par des sécrétions de vomi démoniaque. Cool. Ensuite, tu as El Guapo, donc qui est le super-héros. Je sais, ça c'est pour moi ça. Qui est le super-héros dont je parlais tout à l'heure, qui est dans X Static, qui a été créé en 2003, donc pour cibler un public plus jeune qui utilisait sa planche de skateboard, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, tu as Bouncing Boy. Bouncing Boy. Il se transforme en balle rebondissante. Il se transforme en grosse boule. En fait, en gros, il boit du Red Bull, le gars. Oh, du Red Bull. Red Bull. Et il boit une espèce de soda bizarre imaginaire. C'est un super-héros qui a été créé par les gars de Superman. Et ça le transforme en boule. Qui sert à rien. Il est juste un peu plus résistant à la douleur, mais dès qu'il reprend forme humaine, il perd la capacité. C'est vraiment un super-héros useless dans le genre. Tu peux le mettre dans ton salon, ça fait art déco, quoi. Ensuite, tu as Dazzler. Alors Dazzler, ça c'est pour toi, mon petit. C'est que Dazzler, c'est une pure héroïne des années 80. C'est sur la grosse vague disco, fin 70, etc. Ils ont créé un super-héros qui était tout coloré et qui était capable de changer le son en lumière, donc de créer des hologrammes en même temps qu'elle chantait. Et en fait, c'est une chanteuse de disco. Donc elle fait des hologrammes, des trucs très disco, pop, des bulles, attaque pas de def, des bulles colorées partout, etc. Et en fait, quand la mode disco... Déjà, le problème, c'est qu'elle se démode super vite. Du coup, à chaque période, elle est obligée de changer de mode. Et il s'est vite révélé que c'est une personnage d'X-Men. Il s'est vite révélé qu'elle était un peu pourrave et un peu useless. Ce qui fait que là, très récemment, ils l'ont reformée et lui ont donné des capacités un petit peu supérieures. C'est-à-dire que maintenant, ces hologrammes sont capables de prendre forme matérielle et elle est capable de combattre avec. Donc ça devient déjà plus intéressant. D'ailleurs, justement, dans mes recherches, je me suis pas arrêté dessus, mais elle était dans la catégorie photokinétique. Ouais, elle est photokinétique, effectivement. Ensuite, tu as The Intoxicator. Déjà, il y a Toxic Avenger, du coup, j'ai peur. Intoxicator. C'est empoisonne les gens, Ouais, tu sais, ça. Effectivement, il empoisonne les gens de la bouffe mexicaine. En leur rotant à la tronche après avoir bu ou fumé. Tiens, on dirait moi en soirée. Ça a été créé par Hugh Sterbakov et Seth Green. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Seth Green, c'est Scotty dans Buffy contre les vampires et c'est le loup-garou dans Buffy. Et en fait, ça vient d'un comics qui s'appelle Freshman, que moi je vous conseille vraiment de regarder, que c'est Freshman Introduction to Superpowers. J'ai jamais entendu parler. Qui est absolument génial, où c'est en gros une équipe de nouveaux arrivants dans une fac. Leur dortoir n'est pas encore prêt, du coup ils les logent dans un entrepôt. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un accélérateur de particules qui pète la nuit où ils sont là, et ils ont tous des capacités différentes en fonction de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. C'est bien connu, des accélérateurs de particules sous toutes les facs. Cette Green, il n'avait pas bossé sur Robot Chicken, un truc comme ça. Aussi, ouais. Si. En fait, donc en gros, en gros, t'as plein de super pouvoirs différents. Par exemple, tu en as un qui était en train de gerber par la fenêtre, a fini de gerber, a relevé la tête au moment où l'accélérateur de particules a pété, et en fait il a vu un écureuil sur une branche, du coup c'est devenu l'homme écureuil, d'ailleurs c'est le personnage français dans l'histoire. Tu as un mormon qui était en train de manger un burger et qui s'est demandé ce que ça donnerait s'il secourait son ventre, est-ce que si ça gargouillait trop ça créerait un tremblement de terre, du coup maintenant dès qu'il secoue son ventre ça crée des tremblements de terre. Tu as la nana qui est venue pour faire des études de psychiatrie, qui peut lire dans les pensées, rentrer dans la tête des gens. Tu as le cajot, la moche, le laidron, qui du coup devient absolument irrésistible et peut rendre amoureux n'importe qui d'elle. Et tu as mon petit préféré dans cette équipe. Alors tu as le geek, qui lui est un gros fan de super-héros, et qui en fait au moment où l'accélérateur de particules a pété, il est parti acheter des pizzas. Ce qui fait que quand il est revenu, tous les autres avaient chopé des super-pouvoirs sauf lui. Ce qui fait qu'il est bien vénère, ce qui fait qu'il devient quand même chef de l'équipe en mode Captain America, mais il a aucun super-pouvoir, ce qui fait qu'il se fait défoncer à chaque combat. Et enfin, tu as mon petit préféré dans cette équipe-là, qui est le dernier, celui qui a vraiment
le super pouvoir le plus stylé dont nous rêvons tous. Il s'appelle Langdang. Il peut lécher plein de trucs. Non. Quelqu'un d'autre? Personne? Hein? Personne va deviner? Non? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, Langdang? Le ministre de la Culture. Il possède un pénis. Il possède un pénis indestructible et extrêmement long. Mais trop long, c'est pas pratique. À tel point qu'il est obligé de l'enrouler autour de sa jambe dans son costume. Alors en fait, ce qui s'est passé pour Langdang, c'est que y avait les brutes du lycée. Dans la soirée donc d'arrivée des nouveaux, ils l'ont bisuté en l'accrochant à une rambarde d'escalier devant tout le monde, devant toute la fête, avec les 250 personnes qui mataient, et par la bite. Et lui ont baissé le futal. Et ils ont montré à tout le monde qu'il avait une toute petite bite. Ce qui fait qu'au moment où l'accélérateur de particules a explosé, il ne pensait qu'à une chose. Ma bite est trop petite. Ma bite est trop petite. Ce qui fait qu'il a chopé une bite gigantesque et indestructible qu'il est capable de mouvoir à volonté pour combattre ses ennemis, s'en servir de passerelle. Je crois que je vais aller... Du coup, techniquement, c'est un petit peu comme les charmeurs de serpents, quoi. C'est ça. Et donc, il fait partie des Freshmen. Je vous conseille vraiment de lire ça. C'est excessivement drôle. C'est une très très bonne parodie. Dans l'autre style, dans les parodies, il y a aussi The Boys, aussi par Garth Ennis, dans laquelle d'ailleurs est dessiné Simon Pegg, qui joue le personnage principal du comics, qui a prêté son image pour un certain nombre de comics. Ensuite, il a récupéré son image, donc le personnage change un peu. Et enfin, tu as le dernier. J'ai lu des descriptions, j'ai fait des recherches sur ce personnage, et j'ai lu tellement de fuyez pauvre fou, que j'ai même pas voulu regarder le film. Ça vient d'un film qui s'appelle Meteor Man. Oh putain, non. J'avais essayé d'oublier. Meteor Man a la capacité d'assimiler des livres. Il est télépathe avec les chiens. Il a une vision laser. Et il vole. C'est un film de 1993 qui est réalisé par Robert Townsend. Jefferson Reed, en fait, découvre un jour un météorite. Et en la touchant, il découvre des nouveaux pouvoirs. Malheureusement, il ne sait pas s'en servir. Ou alors mal. Par exemple, il sait voler, mais il a le vertige. Et du coup, le mec est que comme ça tout le temps. Et j'ai lu tellement d'avis négatifs en mode fuyez que j'ai pas voulu aller regarder ça. Il y a eu un comics de 6 numéros qui ont été édités par Marvel. J'ai toujours pas eu l'occasion d'aller les voir, mais je pense que je vais aller les lire assez vite, ça là. Voilà, c'est tout pour moi. J'aimerais bien rajouter un qui m'a, moi, marqué étant tout petit, c'est Leguman. Leguman, ouais. Leguman. Et là, ouais, voilà, exactement. Et je suis allé voir 2 secondes sur Internet, là. Et en fait, donc on me dit Leguman a pour ennemi des objets qui deviennent fous, tel un aspirateur, un mixeur ou un pantalon. Ouais. Je trouve ça pas mal aussi, comme c'est belge, hein, faut le signaler. Non mais ça reste cool, hein. Mais ça reste mythique. Ça reste vachement cool. Hein. Et ça a été, voilà, c'est devenu une série. Hein. D'ailleurs, on peut souligner, c'est Grenier, je crois, qui a traité de ça, des super-héros pourris dans les jeux vidéo. Ah ouais, il en a parlé un petit peu, je crois. Justement, il y avait le Captain Diabète, c'est le mec c'est un super-héros mais qui a le diabète. Donc il a une super force et tout, mais il doit manger. Il doit gérer son diabète toutes les 5 minutes. Mais t'avais le super-héros Marvel aussi qui obtenait sa force en sniffant de la coke. Oui, alors justement, c'était White Snowman, un truc comme ça. Non, il a un truc comme ça. Il a un nom à la con en fait. Il y a un nom banal américain. Non, je te dis, c'était un truc genre White Snowman et tout, et c'était plutôt clair en fait, même dans le nom, c'était clair que le mec prend de la coke et ça lui fait obtenir des méga super pouvoirs. Et donc ça a été beaucoup critiqué aux États-Unis. Et puis il est mort au bout de 5 épisodes parce que c'était prévu au départ, mais d'ailleurs le 5e n'a jamais été diffusé en fait. Ça, et puis t'as Captain Planet quoi. Oui. Il y a Captain. Non, on en parlera pas. D'ailleurs, qui dans la version originale est doublé par Jeff Goldblum de La Mouche. Tout à fait. Captain Planet qui double. Enfin, c'est Goldblum qui double Captain Planet. Captain Planet, c'était très sympa au niveau des pouvoirs. T'avais le pouvoir de la terre, le pouvoir du feu, le pouvoir de l'air. C'est celui avec le logo au centre, avec les planètes. Ça. Le mec avec les cheveux verts, tout blanc avec les cheveux verts. C'est intéressant. C'était bien moisi, ouais. Bah, on pourrait citer la série du petit frère Astier quand même, Simon Astier qui parle un peu de ça, qui parle des super-héros sur le retour, dont avec l'âge les super-héros ont vieilli, ou des super-héros un peu plus jeunes mais dont le super-pouvoir est de base pourri.
Il y avait aussi la Flanders d'ailleurs. Il y avait la Flanders Company. C'était les super vilains avec des pouvoirs de merde. Il y avait, je sais plus, le gars qui pouvait rendre son petit doigt invisible, une connerie du genre. Et Gigi aussi. Et Gigi, ouais, qui était dans le même délire. Qui se transformait. Tous les Magica Girls en général. De toute façon, dans les mangas, t'as beaucoup de super pouvoirs. Mais souvent dans les mangas, comme t'as tout ce qui est culture japonisante, c'est souvent du chi ou de l'énergie spirituelle qui permet de développer des capacités. Le meilleur exemple, c'en est Dragon Ball Z, quoi. Qui va d'ailleurs, la série qui Dragon revient. Ball va arriver. Ah bon enfin. Ouais. J'ai raté un épisode, moi. Si, il y a une nouvelle série avec le retour de Freezer. Il va y avoir Golden Freezer. Et en fait, il va y avoir un film qui est le retour de Freezer. Et apparemment, on va peut-être y avoir une nouvelle série. Moi, j'ai regardé le pilote de la série du coup filmée. Et c'était pas. Tu parles de la série web? Ouais. Je parle de la web. J'ai pas encore regardé d'ailleurs. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un premier scan qui était sorti. Il y a un premier scan du manga, donc une suite qui est sortie. Mais c'est vrai qu'il y a une série. Il y a la web série, qui a été faite. D'ailleurs, web série très intéressante aussi, c'est la web série sur Street Fighter. Qui est génial, qui marche super. Ouais, il y a une web série sur Street Fighter qui dure 4-5 épisodes. Ils ont regroupé un seul film pour le final. Et franchement, c'est de la web série, mais c'est vraiment YouTube, sympa. Je crois que c'est les mêmes gars en fait qui ont fait des versus de différents personnages. Et en fait, on voit des versus entre Gandalf et Dark Vador ou les conneries comme ça. Et c'est pas mal, c'est vraiment bien fait en fait. Il y a eu la série Mortal Kombat aussi, Legacy, qui était super. D'ailleurs, la saison 2 commence avec Jerry Ryan. Jerry Ryan. Ah là là. Et pour terminer, en tout cas pour ma part, Flash Gordon. Que j'ai eu l'occasion de voir aussi. Bien sûr. À l'époque. À l'époque, elle était super vieux en fait. C'est les années 85-86. Mince, la musique très de sexy. Queen, la musique de Queen. Je l'ai en DVD même. Queen. Il y a un nouveau film Flash Gordon qui va être fait là. C'est prévu. Ouais, déjà quand tu vois la série qu'ils ont fait là il y a quelques années, c'était pas. Ouais, non, mais c'était pas une série. De toute façon, Flash Gordon, c'est kitsch. Au bout d'un moment, assumons jusqu'au bout que c'est kitsch et point barre. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la parodie. Moi, je l'ai vu. Ça s'appelle Flash Gordon. Où en fait ils vont sur l'autre planète parce que le docteur au début qui invente la fusée, il a inventé un nouveau rayon qui s'appelle le rayon Zex, qui rend les gens en folie sexuelle absolue. Mon gros Zex. Et c'est une espèce de parodie, c'est un film des années 60-70, tu vois, c'est une espèce de parodie érotico-soft où tout le monde devient dingue sexuellement, et c'est Flash Gordon. Et donc c'est Flash Gordon, je te conseille de regarder ça, c'est très très drôle, c'est absolument hilarant. Mais j'ai envie de dire à toi. J'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que tu veux péter la machine? Bon voilà, on a bien fait le tour. Bah ouais. Eh bien, en tout cas, on vous remerciera de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez été capable de nous supporter nos élucubrations et nos dérives de sujets. Merci Oel d'être venu. Merci de ne pas avoir préparé ta chronique, même si ça s'est pas vu du tout. Merci Maximilien d'être venu. Et toi et moi, déjà, on se retrouve pour le prochain épisode. Tout à fait. Ce sera la place de la femme dans la science-fiction. Restez à l'écoute parce que là, c'est un sujet très très important. Nous laissons la parole aux femmes. Nous écoutons les féministes. Nous sommes ouverts. On a lancé un appel. Pour l'instant, il y en a qu'une qui a répondu. C'est Yumi de l'émission Plus ou moins geek que vous connaîtrez très certainement. La preuve que les féministes sont pas si actives que ça. Oh, commence pas. On a dit on n'est pas sexiste. On a dit on n'est pas sexiste. On a dit pour une fois. On a dit pour une fois, on essaye d'être égalitaire. Voilà, on essaye parce que c'est important. La place de la femme dans la science-fiction, c'est très très important. Merci Adrien, merci Tom à la technique. Vous avez fait un boulot d'enfer, génial. Et donc on vous dit à très bientôt. Restez à l'écoute pour la science de comptoir. Ciao. Salut.